Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch, sur Next Gen Auto. On espère que vous allez bien et que vous avez passé un joli mardi. C'est parti pour une nouvelle édition de Grand Prix, votre talk 100% Formule 1. Il paraît qu'il y a eu des choses à raconter, voilà, sur le Grand Prix d'Italie de ce week-end. On ne sait pas, on ne l'a pas regardé. Le truc terrible, l'émission absolument affreuse. Personne n'a regardé le Grand Prix ici, mais vous allons vous en parler quand même. Non, rassurez-vous. On a regardé ça de très très près, évidemment, dimanche avec la victoire de Daniel Ricciardo, le doublé McLaren, premier doublé McLaren depuis 11 ans, et puis première victoire de McLaren depuis 9 ans déjà. Hein, donc ça remontait à un certain temps, donc on en parlera bien sûr. On commencera, vous vous en doutez, par l'accrochage, encore un entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Mais cette fois-ci, personne n'a fini le Grand Prix, donc au moins, voilà, il n'y a pas eu de jaloux. Sur ce coup-là, on parlera ensuite, et bien évidemment, de tout ce qui est voilà, McLaren, également les bons résultats, notamment de Ferrari. Et puis, on reviendra aussi sur la qualification sprint, car il y a eu une qualification sprint ce week-end, ce samedi. Deuxième tentative, deuxième essai de cette qualif sprint. On va voir un petit peu à quel avenir elle est vouée, cette qualification sprint. À mes côtés, alors vous ne le voyez pas aujourd'hui, mais rassurez-vous, il est bien là, c'est l'ami Manu. Comment ça va ? Salut Michael, salut à tous. Bah écoute, ça va très bien. Effectivement, je ne suis pas présent visuellement, mais je ne pouvais pas non plus être absent pour célébrer la victoire de McLaren. Donc effectivement, je suis bien là et bien prêt à débriefer. Alors, il est bien prêt quand ça ne coupe pas, hein, parce que voilà, à un moment donné, c'est aussi le risque de faire des podcasts en étant mobile. Voilà, mesdames et messieurs, mais rassurez-vous, on aura Yannick fort animé. L'ami Manu qui n'est plus étanche depuis dimanche, hein, vous le savez, vous avez l'habitude de savoir que je ne suis plus étanche quand Fernando Alonso réalise de bonnes performances. Voilà, je peux vous dire que le premier doublé McLaren depuis 11 ans, il l'a pas vu venir et il en est ravi à mon avis, Manu, très clairement. Et puis on retrouve également Franck, bien sûr comme d'habitude. Comment vas-tu ? Salut tout le monde, écoute, ça va très bien, on s'attendait à un Grand Prix d'Italie à peu près tranquille, classique, on va pas répéter quand même la folie de 2020. Eh ben si, on a pu faire presque aussi bien. On n'était pas loin, hein, en effet. C'est vrai que cette victoire de McLaren, on évoquera un peu plus en détail tout à l'heure, mais ça doit leur faire du bien parce que ça fait quand même, sur 2 ans, ils ont vu Alpine gagner, ils ont vu AlphaTauri gagner des courses, Racing Point, et l'équipe, elle n'existait même pas quand McLaren gagnait encore des Grands Prix, et ils se retrouvent, en tout cas, elle ne s'appelait pas comme ça, et ils se retrouvent à gagner des courses aussi, donc maintenant, ça y est, McLaren rejoint ce cercle de moins en moins fermé des équipes qui ont gagné des Grands Prix sur ces dernières saisons. On s'en réjouit, bien sûr, mais on ne peut pas commencer, évidemment, cette émission sans évoquer, l'accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. On y est, mon cher Franck, ils se sont accrochés cette fois-ci pour de bon, hein, voilà, ils se sont accrochés, ils ont fini dans le bac à gravier, personne n'est reparti. C'était pas faute d'essayer, alors, que Lewis Hamilton essaye alors qu'il a une voiture sur lui, déjà, pourquoi pas. Que Max Verstappen essaye alors que sa roue arrière est dans les airs sur le halo de Lewis Hamilton, ça c'est encore autre chose. Mais les deux ont tenté de repartir. Bon, finalement, ça fait pas exactement 0 points, ça fait 2 points pour Verstappen ce week-end, et puis 0 pour Lewis Hamilton. Franck, ton ressenti, ton analyse, toi, sur cet accident, sur cet accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Eh ben, je crois que ça donne bien le ton pour la fin de la saison, parce que... Voilà, aucun des deux n'a voulu lâcher à la première chicane. Moi, je suis d'accord avec les commissaires pour mettre principalement la faute sur Max sur ce coup-là. Après, on débattra du fait est-ce qu'il fallait pénaliser pour le prochain Grand Prix ou pas, ça sera autre chose. Non, mais on voit, les deux ne sont pas prêts à lâcher quoi que ce soit. Alors, on se retrouve aussi dans cette situation parce qu'il y a eu une petite erreur lors de l'arrêt au stand de Red Bull, parce que sinon les deux pilotes n'auraient pas dû se recroiser en piste lors de la mi-course. Alors Hamilton est perdu 1 seconde, je crois, à peu près sur son arrêt. Verstappen, c'est quasiment 9 secondes ajouté au temps normal d'un arrêt, ça fait 11 secondes en tout. Et du coup, les deux se retrouvent. On ne peut pas faire mieux en termes de sortie des stands et voitures qui arrivent. C'était vraiment côte-côte. Je veux dire, au 10e près, ils n'auraient pas pu faire mieux. Voilà, alors Hamilton garde normalement l'avantage de l'intérieur. Verstappen arrive avec tellement de vitesse, on sent qu'il n'a pas du tout envie de se ranger à côté ou derrière. Et voilà, il n'a pas cherché à couper par la chicane, Max Verstappen, il a cherché à prendre le virage. Hamilton, lui, évidemment, il a pris son virage aussi. Ils se sont vus tous les deux, il n'y a aucun souci là-dessus. Maintenant, je crois que ça joue à qui a les plus grosses. Voilà, la question, c'est ça. On n'a jamais vu Hamilton comme ça. Il dit qu'il veut pas avoir cette réputation-là, mais si ça continue comme ça risque effectivement de très mal finir. Là, on a vu Max Verstappen passer au-dessus de l'arceau d'Hamilton et retomber sur son halo avec son fond plat et ensuite sa roue arrière droite. Lewis l'a senti passer, il a eu mal au cou.
ça aurait pu être un peu plus grave. Alors on peut dire merci le halo sur ce coup-là qui retient la roue et nous permet de ne pas aller beaucoup plus loin. Après avec l'inertie, la vitesse, tout ça, la roue serait peut-être tombée un petit peu plus loin, aurait plus roulé par-dessus, par-dessus, mais devant le casque, plutôt que retomber vraiment dessus. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire que forcément ça lui a sauvé la vie, mais les mots étaient forts quand même après le Grand Prix, pour dire qu'effectivement le halo avait peut-être sauvé la vie de Lewis Hamilton, c'est peut-être tout à fait vrai. Je ne suis pas totalement convaincu non plus. Voilà, je pense que le ton est donné clairement pour la fin de la saison. Il va falloir aussi peut-être que la FIA intervienne, je ne sais pas. Là, ils sont intervenus de manière entre guillemets polie, en mettant 3 places de pénalité à Verstappen. Voilà, je crois que on a un scénario parfait pour une fin de saison très très rythmée et très très intense. À la fin de saison, on risque effectivement d'être chaude, bien sûr. C'est vrai que c'est toujours compliqué parce que beaucoup, voilà, l'émotion était élevée, avec, comme tu le dis, voilà, tout le monde qui disait ça a sauvé la vie. Bon, voilà, on peut dire merci au halo, c'est l'avantage. On peut dire voilà, que ça s'est bien terminé, en partie grâce au halo. Maintenant, j'ai un souvenir d'une image hallucinante de Sébastien Bourdais, c'était sur un départ à Cleveland il y a quelques années. Il a fait à peu près 50 mètres avec la voiture de Paul Tracy posée sur son casque. Je ne sais pas encore, lui non plus, comment il s'en est sorti ce jour-là. Mais c'est vrai que là, Hamilton, on sent quand même, on voit la roue qui tombe assez fortement. Toi, Manu, cet accrochage, toi, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu es plutôt en accord avec ce qu'a dit Franck? Ouais, globalement, c'est l'aspect jusqu'au boutiste des deux, en fait, tout simplement. Il n'y en a aucun qui a voulu lâcher, donc c'est vrai que c'est ce qui a posé problème aujourd'hui, dimanche. C'est ce qui posera encore problème, je pense, dans la saison plus tard, parce que de toute façon, on voit bien que là, aujourd'hui, il n'y en a aucun des deux qui veut finir derrière l'autre, donc la conséquence est plus grave que l'accident lui-même. C'est un petit accrochage pas loin de celui qu'on avait vu à Imola. Pour autant, c'est vrai que ça montre aussi que aujourd'hui la tension monte et qu'il n'y en a aucun des deux qui va faire d'efforts, quoi. C'est ça en fait, je pense là, effectivement, qui est le plus inquiétant pour cette suite de la saison, c'est que au début de saison, il y a toujours un qui lâche un petit coup, ou qui laissait les choses passer. Tu parlais, Manu, d'Imola, c'est vrai que Imola, voilà, il y a le petit contact, Hamilton sort assez large, il aurait pu rester aussi, tenter de rester sur la piste, et ça aurait pu être un peu plus compliqué. Et puis plus ça avance, plus on va commencer à justement ne plus chercher d'échappatoire. Parce que c'est vrai que, messieurs, est-ce qu'on peut vraiment donner une faute à l'un des deux, sachant que à un moment donné de la chicane, les deux, en fait, à chaque fois font une faute, Franck. C'est-à-dire qu'Hamilton va bloquer Verstappen en entrée de chicane, il n'est pas obligé d'aller à ce point-là. Puis Verstappen, lui, n'est pas forcément obligé il peut, comme tu as dit, couper la chicane aussi. C'est ça, alors là je pense que du coup la FIA a donné le tort à la dernière action de cette action. Et du coup c'est Verstappen qui aurait dû lâcher au tout dernier moment et ne pas chercher forcément à forcer le passage. C'est assez délicat de toute façon dans ce genre de situation. Je pense qu'il n'y a plus de respect entre guillemets, dans le sens où ils savent très bien que s'il y en a un qui lâche à ce moment-là, c'est le signal qui est donné pour la suite. Et moi je dis quand même du coup avantage à la voiture qui est devant du coup, et je pense que c'est peut-être aussi ça qui a dû primer. Et Hamilton, il avait toujours son aileron avant devant Verstappen sur tout au long de l'action, que ce soit en entrée de virage ou après pour la sortie de la chicane. Voilà, il va falloir un moment ou un autre qui se mettent d'accord entre guillemets sur ce genre d'action, parce que ça peut arriver comme ça tout le temps. Et il y a Fernando Alonso qui a effectivement dit que c'était un accident de course pour lui, parce que voilà, il y a eu d'autres situations du même type pendant la course qui n'ont pas abouti à ce genre de contact assez, pour le coup, qui donne lieu à un abandon, puisque c'est l'enchevêtrement des roues qui fait que les deux pilotes finissent dans le gravier. Il y aurait juste eu contact entre les deux sans enchevêtrement de roues. Je ne sais pas si Hamilton restait devant ou si Verstappen passait en force aussi. Et du coup, il y aurait peut-être aussi une enquête là-dessus, sur effectivement le passage en force de Verstappen sur Hamilton. Donc on aurait peut-être encore discuté autrement de cet après-Grand Prix. Voilà, est-ce qu'il y aurait une pénalité justifiée ou pas. Voilà. Dans les deux cas, si les deux pilotes y mettent pas un petit peu du leur et si la FIA ne se mêle pas du débat, comme dit Manu, ça va se reproduire. Il n'y a pas de raison que ça ne se reproduise pas. On peut imaginer du coup, Franck et Manu aussi, que la pénalité vient là justement, histoire de dire bon les amis, vous êtes gentils, mais si vous continuez, tout le championnat risque de passer un peu pour des idiots, quoi, Manu. C'est ça, on sent que la FIA veut garder le contrôle parce qu'ils sentent que s'ils ne le gardent pas, il y aura peut-être 4-5 accidents encore sur la fin de saison. C'est bien pour ça qu'ils ont dit d'ailleurs que c'était exactement parce que Verstappen a forcé alors qu'il a toujours été derrière qu'ils l'ont pénalisé, de la même manière qu'ils avaient pénalisé Hamilton parce qu'il avait forcé à Silverstone et qu'il avait lâché trop tard.
on sent qu'ils essayent de leur dire, voilà, si vous faites une erreur, il y aura des conséquences à ces erreurs et des pénalités qui suivront. On sent qu'ils essayent vraiment de les empêcher en fait d'aller trop loin. Mais maintenant, je pense que dans la chaleur du moment, comme on dit, il y a forcément le côté compétiteur qui revient, et de toute façon, les pilotes vont continuer à se comporter comme ça, au moins être à la limite, pas forcément trop la dépasser, mais au moins flirter avec. Dans le chat, si Manu n'est pas présentable, si, Manu est juste mobile, donc il n'est en effet pas présentable, si vous voulez. Mais il est toujours bourré suite à la victoire de McLaren, mais ça c'est... Exactement, il est dans un état, je vous jure. En fait, vous savez pas, nous on a l'image, c'est affreux. c'est une mise en garde qu'on a fait tout simplement. Merci Vardon pour l'abonnement avec Prime, merci beaucoup. Bien sûr de continuer de soutenir la chaîne. C'est vraiment beaucoup font aussi de parallèles dans le chat avec la manœuvre à la deuxième chicane. Au départ où on a eu la manœuvre complètement inverse, Max Verstappen qui pousse Lewis Hamilton dehors, et Hamilton il a décidé de couper la chicane à ce moment-là. Beaucoup disent aussi que essaie de donner un petit peu une excuse entre guillemets, ou en tout cas allez, on va dire des bonnes choses pour Verstappen, en disant s'il coupe la chicane, il y a moyen qu'il casse son fond plat, qu'il casse son aileron avant. Je veux bien entendre ça. J'ai pas non plus beaucoup vu d'incidents à ce point-là. Je sais pas, Franck, si toi t'as pas... Mais j'ai pas vu de problème sur les monoplaces après avoir coupé la chicane, moi. Non, en plus c'est une fausse excuse, ce qu'il dit, voilà, j'ai pas coupé la chicane pour ne pas prendre de pénalité. Ça c'est faux, parce que s'il coupe la chicane et qu'il se replace derrière Hamilton, il y a strictement aucun souci. Et c'est effectivement très juste ce qui est dit dans le chat, c'est que Hamilton, au départ, effectivement, face à Verstappen, il cède. Il ne cherche pas absolument à passer le virage à côté et à se mettre dans la même position. Il passe par la chicane. Ce qui veut dire que lui... il perd une place au profit de Norris. En plus, voilà. Donc il ne cherche pas. On peut dire que voilà, sur ce Grand Prix-là, Hamilton a donné, entre guillemets, l'exemple, entre guillemets, au premier tour. Mais Verstappen, il n'a pas du tout suivi cet exemple-là. Il aurait certainement eu d'autres opportunités, peut-être d'aller chatouiller Lewis en sortie de virage ou autre. Bon, peut-être pas dans les tours suivants, parce que Hamilton avait des pneus plus frais. Il a une Mercedes qui, là, sur ce Grand Prix-là, était plus rapide. Mais voilà, il faut savoir, comment dire, attendre les bons moments. Et j'ai l'impression que maintenant, ces deux-là, quand ils se voient en piste, ils ont l'impression que ça peut que se jouer sur ce moment-là. Et c'est un petit peu ce qui risque d'être dommageable pour la fin de la saison, c'est que même ils sont très très calmes en dehors du baquet, ils donnent des explications plutôt claires, plutôt logiques, mais on a l'impression que dès que le casque est enfilé, c'est plus du tout les mêmes. Et ils sont vraiment à l'opposé de ce qu'ils déclarent. Je sais pas si Manu me suit là-dessus. Mais... Totalement. En fait, je pense que le problème de Verstappen, c'est qu'il aurait eu l'opportunité de le dépasser juste après, parce que Hamilton sortait des stands et il avait fait le plus dur en fait en l'empêchant de prendre une trajectoire optimale au virage 1. Donc, il avait fait le plus dur. Il aurait dû ralentir, laisser Hamilton reprendre sa trajectoire en coupant un peu trop et du coup en sortant pas de manière optimale. Et en fait, il aurait eu l'opportunité de l'aspirer dans la curva grande et de tenter la deuxième chicane. Alors peut-être que ça aurait pas marché, mais peut-être qu'il aurait eu d'autres solutions après. Et effectivement, Hamilton étant en pneu froid, Verstappen a tout tenté au premier virage. Comme tu dis, Franck, il a tout tenté parce que pour lui, c'était là ou jamais. Et au final, c'est vrai que c'est ce qui est problématique. Et moi, je suis d'accord avec toi, ils semblent plutôt mesurés tous les deux en dehors du baquet. Par contre, en piste, ça me rappelle un peu les pires heures du Rosberg-Hamilton en 2016, où finalement, dès qu'ils étaient côte à côte, ils jouaient leur vie, quoi. Manu, est-ce que tu n'as pas la sensation aussi que tout ça, c'est Max Verstappen qui arrive dans une situation où il perd les commandes au départ, donc il se retrouve à suivre Ricciardo pendant tout le premier relais. Il a un arrêt de 11 secondes, donc il sait qu'en plus ça vient de ruiner sa course. Il sait aussi que c'est très compliqué de doubler à Monza puisqu'il vient de passer tout le premier relais derrière Daniel Ricciardo. Est-ce que ça n'a pas aidé le fait de se dire que c'était le moment ou jamais ? Ah si, certainement. Si. Je pense qu'il a vu comment s'était passé la qualif sprint la veille aussi. Il sait que c'est très difficile de doubler et effectivement, il s'est dit c'est le moment ou jamais. Et de toute façon, on voit un Verstappen qui change un peu de physiologie, de physionomie dans ses duels, puisqu'on sent qu'il est plus sous pression. Je pense que la lutte pour le championnat commence un petit peu pas à lui monter à la tête, mais en tout cas à être présente dans sa tête. Ça se sent, il est plus tendu dès le début de course. On l'a vu notamment après le départ où il était vraiment nerveux. Et je pense qu'il commence à sentir que tout point perdu peut jouer en sa défaveur en fin de saison. Et je crois qu'effectivement, là, il s'est dit, si je reste derrière et que je ne peux pas le dépasser après, je perdrai potentiellement 3 points en moyenne, on va dire, selon les positions où ils étaient, ou 2 points, et il l'a refusé, quoi. D'accord avec ça, Franck ?
Ouais, complètement. Après, je n'irai pas dans les extrêmes en disant qu'il l'a fait exprès. Certains ont dit voilà, c'était l'occasion de sortir Hamilton, de sortir de ce Grand Prix avec un plus 2 points en championnat pilote pour lui, ce qui aurait été inespéré puisque tout le monde voyait Mercedes dominer et en temps normal, c'est ce qui aurait dû se passer, voilà, parce que le moteur Mercedes était vraiment le plus puissant sur ce circuit-là. Après, les conditions, les circonstances ont fait que. Voilà, mais de là à imaginer qu'il s'est dit sur le coup c'est le moment de l'éliminer ou c'est le moment de faire ma revanche de Silverstone ou autre chose, non, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ce que disent Christian Horner et Helmut Marko, c'était pas du tout prémédité. Après, on l'a vu aussi, Verstappen, on va voir des coups de sang comme ça dans le passé. Est-ce que la bataille pour le titre lui rappelle dans ses mauvais souvenirs, dans ses premières heures où effectivement il jouait un petit peu chaque point, chaque même podium à l'époque, on parlait même pas de victoire ou de titre, sans trop réfléchir. Ouais, j'ai l'impression effectivement qu'il y a aussi un élément peut-être de maturité là sur la gestion du championnat qu'il va falloir surveiller de près. Voilà, pour dire les choses poliment. Il faut effectivement pas oublier que c'est la première fois depuis 2014 que Max Verstappen joue un titre. C'était en F3 à l'époque, bien évidemment, contre Esteban Ocon notamment. Et demander à Esteban Ocon ce qu'il en pense de cette époque, je peux vous dire qu'il n'a pas de mot tendre non plus là-dessus, parce que c'était un petit peu la foire à certains moments aussi entre les deux. Ça se bagarrait de manière très serrée. On sort donc de 3 Grands Prix consécutifs dans cette lutte pour le titre qui continue. On avait débuté donc après la Hongrie, on avait 195 points pour Hamilton, 187 pour Verstappen. Il y avait donc 8 points d'écart. Bon, depuis il y a des demi-points qui sont venus se greffer, mais on a donc 226,5 pour Max Verstappen et 221,5 pour Lewis Hamilton. Et alors pourtant, même si, donc, messieurs, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cela, mais même si au niveau comptable, la tendance est inversée, on n'a pas l'impression que ce soit le cas. On a l'impression que justement, Hamilton était en tête quand Red Bull était meilleur, et maintenant, Verstappen est en tête quand Mercedes semble un peu meilleur. Franck. Exactement. En fait, on devait s'attendre à avoir un trio de course qui était plutôt favorable à Mercedes. Peut-être, à part Zandvoort, effectivement, qui était une inconnue. Hamilton aurait dû reprendre des points à Verstappen, c'est le contraire qui s'est passé. Quand même plutôt une meilleure opération quand même côté championnat constructeur quand même pour Mercedes qui s'en tire bien voilà, grâce aux aléas de Pérez voilà, qui n'a pas été extrêmement performant sur ce dernier Grand Prix, c'est le cas de le dire. Voilà, Mercedes sauvé par Pérez, on va pouvoir bientôt titrer ça. Effectivement, voilà, Belgique, Italie notamment, c'est voilà, des pistes de Mercedes qui étaient vraiment faites pour eux et finalement voilà. Bon après la Belgique. Bon, c'est la non-course, donc on ne sait pas ce qui aurait pu se passer dans des conditions plus normales, mais voilà, après, il y a des choses qui sont passées. On avait tous évoqué effectivement la surprise McLaren avant le Grand Prix de Monza, ça s'est révélé. Donc bravo aussi à tous les pronostiqueurs. Voilà, je sais que dans le Racing Café, nous aussi, dans le GPT, on en avait parlé. Donc voilà, effectivement, après la belle perf de l'année dernière pour Carlos Sainz qui avait loupé la victoire de peu face à Gasly, voilà, on savait que le moteur Mercedes était là. Donc Mercedes aurait dû cimenter un peu plus son avance en championnat et c'est pas le cas. Donc voilà, maintenant il reste Sochi qui est quand même une piste très très Mercedes à la base. Sochi, pénalité pour Verstappen, est-ce qu'il y aura aussi une pénalité moteur derrière voilà, tout va dépendre aussi des essais libres et des qualifs, je pense. Et après il y aura une décision de prise pour Red Bull. Mais c'est un championnat qui est totalement fou, quoi. Particulier, fou. On s'attend à des choses qui doivent pas se passer, qui se passent. Voilà, moi, je suis émerveillé par cette saison. Voilà, c'est une des plus belles saisons de F1 que j'ai vécues depuis que je suis la F1 et ça remonte professionnellement, ça remonte à 97 quand même. Donc ça fait quand même déjà presque 25 saisons que je suis la F1 de manière professionnelle. Et j'ai rarement vu une saison avec autant d'intensité. Voilà, ça me rappelle à 88, 89. Voilà, quand je suivais pas la F1 de manière pro, mais c'est juste magnifique. J'espère juste que ça se continue de manière fair play. Voilà, que ça se joue pas sur un accrochage volontaire au départ, comme on a pu le voir entre Senna et Prost. Ce serait gênant. Ce serait effectivement gênant. Très on est d'accord. Voilà. On est d'accord là-dessus, Manu. Je pense qu'on pense tous la même chose là-dessus. Ah, complètement. Ce serait dommage en fait qu'il y ait quelque chose qui vienne ternir le combat qui est en train de se mener. Ça fait un moment qu'on espérait que Verstappen puisse aller se frotter à Hamilton. Maintenant, c'est le cas. Il faut que ça aille au bout de manière clean et puis que les deux arrivent à offrir le spectacle qu'ils nous offrent depuis le début. Parce que c'est vrai que là, je suis assez étonné effectivement que Mercedes n'ait pas gagné une seule fois sur le triple header qu'on vient de passer. Alors c'est sûr que les circonstances ont été particulières, mais on voit que Monza
qui autrefois étaient chasse gardée de Mercedes, c'est plus le cas. C'est beaucoup plus compliqué pour eux. Et puis, effectivement, ça fait quand même déjà 4 courses que Mercedes ne remporte pas. La dernière, c'était Silverstone, donc ça commence à remonter, même s'il y a eu plusieurs courses particulières depuis. Donc, la lutte promet d'être intense. Je pense que Sochi, si ça leur échappe, il faudra qu'ils commencent à se poser des questions, parce que s'ils perdent à Sochi, c'est le truc le plus inattendu de la saison, presque. Donc, voilà, ça va être... Pour l'instant, ils ont de la chance, effectivement, comme tu dis, Franck, que Pérez soit pas du tout au niveau. Mais pour que ce soit pour Hamilton ou pour Mercedes complètement, il va falloir effectivement faire attention à Red Bull, quoi. Et oui, tu fais bien de rappeler qu'ils n'ont plus gagné depuis Silverstone, puisqu'évidemment, voilà, ça prouve pour pas mal de monde que Lewis Hamilton ne gagne que quand il sort volontairement Max Verstappen, c'est un scandale. Il y a des gens qui le pensent vraiment, et c'est ça le plus triste. Bien sûr, mais croire qu'ils l'ont fait exprès les deux, là, c'est sur les deux accrochages, je pense qu'effectivement, il ne faut pas pousser, mais voilà, espérons en effet que cette bagarre va durer comme ça. Pour Sochi, je pense que beaucoup commencent limite à espérer un départ en dernière ligne pour les deux. Ce serait extraordinaire que les deux changent de moteur et se retrouvent à partir en dernière ligne. Le réalisateur ne saurait plus quoi faire entre Bottas, qui dominera le week-end, bien évidemment, puisqu'il est, il est sur son terrain. Et du coup, peut-être les prétendants au titre qui partiraient de loin. En tout cas, évidemment, on suivra de près cette lutte acharnée entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Ça, je pense que c'est clairement le mot. Et espérons que ça ne dégénère pas à un moment. Ce serait bien dommage, bien sûr, tant que ça reste sportif et que les accrochages restent des aléas, c'est très bon, mais alors après si ça devient évidemment des choses un peu moins sympathiques, là c'est plus compliqué. On va passer maintenant aux autres histoires de ce Grand Prix, et il y en a eu quand même des histoires, alors que pourtant c'était une course qui était assez limpide dès le départ. C'était en tout cas le premier relais jusqu'à l'accrochage de Verstappen-Hamilton, c'était assez calme, et puis ensuite tout s'est emballé. Mais donc Daniel Ricciardo qui remporte sa première victoire en Formule 1 depuis 2018. McLaren, c'est leur première victoire depuis 2012, et le premier doublé de McLaren depuis 2010, puisque Lando Norris termine au second rang. Franck, moi, ce qui me rend le plus heureux presque pour cette équipe, c'est pas tant évidemment qu'il gagne sur ce coup-là, mais c'est que même sans l'accrochage, même sans trop d'aléas, Ricciardo aurait certainement gagné ce Grand Prix après son départ exceptionnel. Ah oui, aucun problème là-dessus, c'est vraiment une victoire à la régulière. C'est pas comme, désolé pour Pierre Gasly l'année dernière ou Esteban Ocon en Hongrie, effectivement, c'est vraiment à la performance qu'ils sont allés la chercher. Très très bon départ de Daniel Ricciardo qui fait ce qu'il fallait faire au départ, c'est-à-dire passer Max Verstappen pour ensuite le maîtriser grâce à sa vitesse de pointe. Il bénéficie évidemment de l'erreur de Red Bull au stand, effectivement, pour souffler un petit peu, de mettre Norris en deuxième position. Mais voilà, McLaren, Mercedes, c'était déjà très bien l'année dernière, en progrès cette année. On les voyait performantes avant, maintenant les voir gagner, c'était à la régulière, c'était encore autre chose. Si Mercedes n'avait pas eu de soucis au départ ou lors de la qualification sprint ou la pénalité de Bottas, on n'aurait peut-être pas eu une victoire effectivement McLaren, on aurait peut-être plutôt une victoire Bottas. Après le départ fait que Ricciardo se porte en tête, maîtrise sa course, et il a une très très bonne voiture qui est vraiment taillée pour ce circuit. Un très bon moteur, ça file droit. Je veux dire, bravo, c'est aussi le moyen de démontrer que la Formule 1 permet d'avoir avec une grille qui est plus rapprochée, d'avoir des vainqueurs différents à la régulière. Donc je suis vraiment impatient de voir la F1 2022 dans ce sens-là, en espérant que les écarts ne s'accroissent pas de nouveau. Mais bravo à Daniel Ricciardo qui a su tirer son épingle du jeu. Alors après il y a la petite bisbille entre les deux pendant la course où Lando Norris se dit plus rapide que Daniel et veut absolument passer. Évidemment, ça aurait été pas la victoire en jeu, je dis pas que ça ne se serait pas fait, mais là, évidemment, on n'allait pas laisser passer Lando Norris pour la victoire devant, même si c'est vrai que c'est un peu comme les premiers points de Latifi face à Russell. Latifi finit devant Russell en Hongrie, c'est un peu la même chose. On s'attend pas à ça en fait. On s'attend à ce que ce soit Norris devant Ricciardo, surtout que Norris est là depuis un petit bout de temps. Ricciardo en plus il est en souffrance depuis le début de saison et c'est lui qui gagne le Grand Prix. Donc on peut comprendre la frustration de Norris. Norris qui est là depuis un petit bout de temps, qui est plus performant que son équipier, et c'est lui qui finit deuxième alors que c'est la victoire depuis 9 ans, le doublé depuis 11 ans qui se joue. Donc je peux comprendre la frustration sur le coup de Norris, mais je pense qu'il l'aura vite ravalé aussi parce qu'il était très content après. Il va digérer ça à sa manière, et puis il y aura d'autres occasions effectivement qui viendront, peut-être pas tout de suite,
Mais voilà, bravo à McLaren, voilà, ils ont vraiment très très bien joué leur carte sur ce coup-là. Ce que j'ai bien aimé, c'est que Norris a demandé à la radio voilà, qu'on le laisse passer, puis finalement Ricciardo a fait ah bah d'accord, bah je vais rouler, hein, voilà, je vais rouler plus vite, et puis comme ça n'ira pas plus loin. Et c'était bien joué de la part de Daniel Ricciardo. Bon, Manu, voilà, hein, comme on l'a dit, plus étanche depuis 2 jours maintenant, va peut-être falloir se calmer, monsieur, à un moment donné, mais ça doit faire du bien. Ouais, honnêtement, c'est vrai que moi, c'est pas une surprise, c'est pas un secret que je suis fan de McLaren. Et c'est vrai que c'était vraiment. Enfin, moi, j'avais eu beaucoup de difficultés à avoir cette équipe dans l'état dans lequel elle était en 2014, 2015, 2016, 2017 surtout, et puis un peu 2018. Donc, c'est vrai que ça fait du bien de voir enfin McLaren se remettre à un niveau qui est le sien, quoi. C'est-à-dire que normalement, ça restait un top team à l'époque. Ça faisait 10 ans qu'ils n'avaient pas gagné quasiment, donc c'est bien maintenant de les voir enfin revenir au sommet. Alors c'est comme disait Andreas Seidl, rien n'est gagné parce que la course d'avant ils font la 10e place à la régulière et ils sont pas mieux que ça, donc c'était compliqué. Mais ça veut pas dire que qu'ils sont pas de retour. En fait, c'est vraiment tout le travail de Zak Brown qui paye aussi et puis qui vient couronner un peu tout ce qu'il a mis en place depuis 2017 et spécialement depuis 2019 avec l'arrivée de Norris, l'arrivée de Seidl aussi, qui a fait beaucoup de bien à l'équipe. Et bon, il reste encore du boulot, comme ils disent, mais c'est vrai que pour eux et puis pour Ricciardo aussi, qui était vraiment l'ombre de lui-même depuis maintenant 6 mois, c'est un grand jour et ça va peut-être aussi débloquer quelque chose de plus qui fait que non seulement ils iront chercher 3e place cette année, mais que Ricciardo ira potentiellement chercher bien plus de résultats, quoi. Et oui, il l'avait dit, hein, il l'a dit d'ailleurs après la course, il a dit je ne suis jamais parti, je me suis juste mis un peu de côté pendant quelques temps, voilà, le temps de se reprendre. Comme je l'avais évoqué, c'est un peu aussi dans ces eaux-là qui s'était révélé chez Renault, hein. C'était à Spa et à Monza en 2019 qu'il avait commencé à prendre vraiment la mesure de cette monoplace et ensuite devenir le pilote qui a ramené Renault sur des podiums. Alors j'aime bien Manu qui nous dit sans surprise je suis fan de McLaren. Oui, mais alors bon, quand on regarde les commentaires sur Next Gen, on a dû te traiter de pro toutes les équipes de Formule 1 sauf McLaren. Donc à un moment donné, les gens l'avaient peut-être pas compris. Non, bah après je reste neutre quand je commande dans mon rôle professionnel, mais c'est complètement faux. Tu es un pro Hamilton sur certains articles, un pro Verstappen sur d'autres. Tout le monde le sait. Bien sûr. Tout à fait. Et c'est ce qui est indiqué, bien sûr, à chaque fois. Non, mais ça fait vraiment plaisir de voir cette victoire et de voir, voilà, c'est franc que c'est aussi une belle revanche, je pense, pour Zak Brown, qui avait été critiqué hein, quand il était arrivé au sein de cette équipe, qu'il a pris les rênes fin 2016, et que, voilà, on avait plus l'impression qu'il était occupé à peindre la voiture en orange plutôt qu'à faire une équipe qui marche. Bah, il prouve qu'on peut faire les deux maintenant. C'est ça, je pense que voilà, c'est une belle récompense pour tout le travail de fond depuis 4-5 ans. Bon, changer du moteur Honda au moteur Mercedes, c'était pas forcément la meilleure décision, mais ça on peut le savoir qu'après coup, voilà, parce que maintenant on sait ce que vaut le moteur Honda, ce que Honda a apporté en termes de budget à McLaren aussi. Bon, maintenant voilà, il fallait vraiment trancher dans le vif, mettre un vrai coup médiatique en disant ça y est, on change le moteur, on change tout. On recrute aussi quelqu'un d'expérimenté comme Andreas Seidl derrière qui porte clairement l'équipe. Hein. Zak Brown l'a dit, c'est pas lui qui gère l'équipe, ce sont les directeurs d'équipe. Donc c'est pour le coup c'est Andreas Seidl effectivement qui a remis de l'ordre dans tout ça sous la houlette de Zak Brown. Zak Brown, sa vision, son investissement, son coaching, sa vision de la course, effectivement, de quelqu'un de passionné. Qui traite aussi avec les actionnaires, qui a aussi su convaincre, parce que McLaren aussi passait par une passe financière très très difficile l'année dernière pendant le Covid, avec beaucoup de pertes, hein, puisque les véhicules de luxe ne se vendaient plus. Ferrari s'en sortait bien grâce à Ferrari, mais McLaren n'était pas du tout la même chose. Il y a eu quand même quelques actions qui ont changé de main chez McLaren, mais la vision de l'équipe de course, elle est restée quand même assez fidèle à la ligne qu'il a tracée, et qui semble le payer aujourd'hui. Alors, comme le dit Manu, rappelons, la McLaren, elle vaut pas podium sur tous les Grands Prix. Là, c'est effectivement un circuit très particulier. Ce qui prouve encore que cette saison, elle est hyper disputée. C'est que sur des circuits très différents, on peut vraiment avoir un mix dans la hiérarchie qui se met en place. Et McLaren passait d'une 10e place à Zandvoort, une semaine après, on est sur une première ligne à Monza, quoi. Donc, c'est ce qu'on veut voir en F1. Donc,
Voilà, on veut le voir maintenant pour toutes les équipes, pas que pour McLaren. Voilà, ça fait, je crois que c'est 7 équipes sur 10 qui ont gagné lors des 2 ou 3 dernières années. Je n'ai plus la stat exacte. C'est ça, voilà, en 2 ans. Ouais, c'est ça, en 2 ans. Seul Williams, Alfa Romeo et Haas n'ont pas gagné un Grand Prix. Voilà, ça veut dire que ça y est, les choses bougent enfin en F1. Il y a quelques temps, c'était que Ferrari, McLaren ou Red Bull, quoi. Voilà, donc c'est vraiment voilà, ce renouveau de la F1 qui est porté par des nouveaux patrons, par Zak Brown effectivement et sa vision. Andreas Seidel avec son expérience chez Porsche qui est absolument, je pense, génial pour McLaren. Il y a vraiment un esprit course. On les sent très motivés, très enthousiastes sous sa direction chez McLaren. Donc voilà, il faut que ça continue. Voilà, il faut espérer que la F1 de l'année prochaine soit réussie. Et puis voilà, voilà, je pense pas qu'il y aura d'autres succès cette année, sauf effectivement peut-être une autre surprise, mais peut-être à Jeddah. Voilà, Jeddah est quand même un circuit aussi ultra rapide. Peut-être que ça peut jouer aussi s'il y a quelques bisbilles devant, mais voilà, je pense que ce sera la seule victoire de McLaren malheureusement pour eux cette saison, et après ça sera début 2022 qu'on verra les nouvelles forces en présence. Après, c'est déjà pas mal parce que je pense qu'ils n'avaient pas dû parier sur leur victoire eux-mêmes cette année, donc c'est déjà une belle récompense pour tout le travail effectivement de Zak Brown. On le dit souvent, mais voilà, si vous voulez voir un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui arrive à mettre les bonnes personnes aux bons endroits. C'est principalement comme ça qu'on gère une équipe. Et voilà, ça s'est vu pendant de nombreuses années avec tout ce qui était Force India, Racing Point, où ils n'avaient pas beaucoup de budget, ils arrivaient à aller taper bien plus haut que là que ce qu'ils avaient. Eh bien, Zak Brown a entrepris une même remontée avec, comme tu l'as dit, Franck, une situation financière qui était quand même très, très compliquée à un moment. Et ils ont quand même réussi à garder le cap et maintenant donc à remporter cette victoire avec ce doublé également grâce à Lando Norris. Valtteri Bottas fait 3e. J'ai envie de dire que d'une certaine manière, le vainqueur moral un petit peu, c'est lui ce week-end parce que il a répondu présent, Valtteri Bottas, en signant le meilleur temps du vendredi. On va pas dire la pole position car c'est évidemment pas le cas. Meilleur temps le vendredi, vainqueur de la qualification sprint le samedi, ce qui veut dire techniquement, il n'est toujours pas vainqueur en Formule 1 depuis l'an dernier. Ça reste évidemment, c'est statistique. Mais voilà, évidemment, ce départ en fond de grille. Mais on a vu, Franck, un Valtteri Bottas combatif, ce qui faisait quand même pas mal de temps. J'ai l'impression que son nouveau contrat Alfa Romeo, ça lui a donné des ailes. C'est ça, il est libéré. Une remontée comme ça en Grand Prix, ils nous en fait rarement, très rarement. Je n'ai pas souvenir d'ailleurs qu'il soit remonté d'une dernière place à une 3e place comme ça. Voilà, 3e place modulo effectivement la pénalité qu'a eu Pérez aussi de 5 secondes, qui a joué derrière sur pas mal de choses effectivement en termes de stratégie sur la fin de la course. Mais voilà, c'est vrai que en plus Monza, c'est pas un circuit à un moment où il est très très facile de dépasser. Il peut y avoir des trains de DRS, ce genre de choses. Bon, l'avantage de la Mercedes et du moteur Mercedes a fait que ça a été peut-être un peu plus facile pour lui que pour d'autres. Mais voilà, n'en reste pas moins qu'il a fait un super week-end. Voilà, au global, c'est effectivement le vainqueur moral, comme tu dis. Il serait parti en pole position devant Lewis Hamilton, comme la qualification du vendredi le donnait à l'époque. On aurait eu une autre course. Mais voilà, pénalité moteur. Alors la pénalité moteur, il faut rappeler que c'est pas du tout un changement stratégique. Enfin, en tout cas, d'après Mercedes. Ils ont eu effectivement une alerte moteur sur le moteur du Finlandais le vendredi matin après les libres. Et comme ils n'ont pas eu le temps d'enquêter, savoir ce que c'était, ils ont préféré prendre la pénalité et changer le moteur. Ils n'ont pas eu le temps de voir si c'était grave ou pas. Donc c'était pas du tout une pénalité stratégique que de mettre Bottas en dernière position sur ce Grand Prix-là. Donc voilà, il paye un petit peu ça. Voilà, donc du coup, encore un peu de malchance, on va dire, parce qu'il a quand même du coup un petit peu sa part de malchance. Comme à chaque Grand Prix, il y a toujours un petit truc qui vient l'embêter. Et là, ça lui coûte la victoire, mais tout le monde retiendra effectivement sa belle performance. Voilà, donc bravo Valtteri. Et puis Manu, attention, parce que Bottas maintenant est 3e à moins de 100 points du duo de tête. S'il s'accroche sans arrêt, qui sait? C'est ça, on sait jamais. Il peut vite remonter. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir pour Bottas parce que des fois, déjà, son avenir est assuré. Et puis on l'avait pas vu effectivement à pareille fête depuis longtemps dans le peloton parce qu'à Imola, il est 10-11e, il s'accroche avec Russell et de toute façon il avait aucun rythme. À Bakou, il se retrouve dans le peloton, il se fait dépasser par des Alpha, des Alpines, enfin des voitures qui n'ont jamais l'opportunité de dépasser normalement. Et on commençait à se dire que Bottas était un petit peu un pilote qui s'effondrait rapidement. Et là, il avait le couteau entre les dents ce dimanche et effectivement, il fait une superbe remontée. Donc c'est hyper plaisant à voir pour lui. Et puis je pense que finalement, il y a peut-être un point en moins avec le contrat qui est signé pour l'avenir et à la fois surtout peut-être le départ de Mercedes. C'est pas impossible qu'en dépit du fait que ce soit la meilleure équipe du plateau, ça lui fasse pas beaucoup de bien de partir de l'équipe en fait, tout simplement.
Ouais, je pense qu'il se dit que maintenant il peut vraiment jouer sa carte personnelle à fond, ce qui n'était jamais le cas avant. Alors il le sait certainement, enfin, j'ose espérer qu'il le sait, mais il y aura des alertes à la radio, des Valtteri James, enfin voilà, on se doute évidemment qu'à un moment donné il va falloir favoriser Lewis Hamilton pour le titre, mais au moins il a cet avantage de se dire maintenant que voilà, son avenir est assuré, parce que je pense quand même qu'à un moment Valtteri Bottas devait commencer à sentir le vent tourner, parce qu'il doit savoir quand même depuis pas mal de temps que George Russell va le remplacer, ou en tout cas que c'était parti pour. La piste Alfa Romeo s'est activée, semble-t-il, assez tard. Donc, ça peut aussi expliquer, finalement, Franck, pas mal de ses mauvaises performances. Quand on n'est pas certain de son avenir, c'est jamais simple de vraiment se montrer. Bah, il a des contrats d'1 an depuis 2017, donc effectivement, c'est toujours la même chose. Tu es toujours jugé sur ta dernière course, ou ton avant-dernière course quand tu arrives sur le moment de la pause estivale, donc c'est toujours un petit peu délicat, je pense, en termes de mental, clairement. Il l'a lui-même évoqué, voilà, maintenant il a un contrat d'au moins 3 ans, a priori, chez Alpha. Ça doit clairement le libérer. Et puis faire une telle prestation à Monza, et puis de toute façon pas qu'à Monza, sur beaucoup de circuits, il est très très proche d'Hamilton ou devant en performance pure. C'est vrai qu'en course, il est quand même toujours un petit peu moins cinglant que Hamilton parce qu'il faut faire des longs relais un petit peu forts, il a toujours eu un petit peu plus de mal là-dessus. Voilà, pour moi, il a tout à fait sa place en Formule 1, et pour ceux qui disaient dégage Bottas, parce qu'on en a vu des commentaires comme ça. Alors certes, c'est pas le pilote le plus charismatique du plateau, mais il mérite effectivement de s'affranchir de ce rôle de second couteau et de le voir mener une équipe, alors qu'il ne sera pas un top team l'an prochain, Alfa Romeo, ça sera une équipe certainement en progrès, et voilà, de le voir un peu s'épanouir dans un autre contexte. Donc moi j'ai hâte de voir ça. De voir ce qu'il peut prouver, de s'affranchir, de pouvoir effectivement aussi porter sa parole. On sent aussi un petit peu muselé peut-être aussi dans ses déclarations. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé son sourire quand il a été interviewé à la fin de la course, quand il a vu l'accrochage entre Hamilton et Verstappen, quand il s'est retourné avec le petit sourire en coin. C'était franchement magnifique. Voilà, j'ai dit voilà, ça veut tout dire en fait. Ça veut tout dire. Ça veut dire voilà, je suis là. Moi, j'ai amené les points. J'ai joué la carte de l'équipe, et puis je suis le gars solide. Voilà, celui sur lequel il faut compter quand ça va mal. Il a très bien joué le coup dans une situation pas simple, Manu, quand on lui pose cette question, parce que quand on lui pose une question comme ça, c'est très clairement le sous-texte est clairement dit. Bon, voilà, Valtteri, toi, tu ne joues rien là-dedans, tu n'interviens pas là-dedans. Raconte-nous ce que c'est quand tu vois les deux meilleurs qui s'accrochent, et lui, bah voilà, il a dit non, mais moi, m'en fiche complètement. Ouais, mais en fait, c'est ça, et en même temps, si les accrochages se multiplient comme on pense que ça peut arriver, ne serait-ce que s'il y a 3 accrochages entre les deux sur la fin de saison, et donc 2 ou 3 doubles abandons, bah c'est des courses dans lesquelles ce sont Pérez et Bottas en fait qui vont jouer le titre constructeur, et donc qui vont jouer l'avantage de l'une ou l'autre équipe. Et je pense que ce qui fait sourire Bottas dans ces cas-là, c'est de dire, comme tu dis Franck, que justement, c'est moi qui amène les points, et c'est moi qui aide aujourd'hui Mercedes à reprendre le large sur Red Bull, alors que justement au championnat pilote, c'est Red Bull qui domine. Donc on voit que l'apport de Pérez est pour l'instant moindre que celui de Bottas, et je pense que là, Bottas, qui partait de très loin, devait avoir un peu peur de pas réussir, et puis à la fois Pérez partait pas non plus de très haut sur la grille, donc c'était pas gagné pour lui non plus. Et c'est vrai que finalement Bottas a remporté ce combat des seconds couteaux entre guillemets, qui en fin de saison finalement pourrait avoir beaucoup plus d'importance que ce qu'on pensait au début. Encore, malheureusement, effectivement, une qualif pour Pérez, et là je parle du vendredi comme du samedi, qui était quand même pas simple pour le pilote mexicain, qui, on le rappelle, effectivement, termine 3e en piste, mais il a écopé d'une pénalité de 5 secondes. Pénalité logique, monsieur, quand on voit les agissements, c'est pas... Voilà. Sans aucun problème sur la pénalité. Non, il n'était pas là ce week-end. On avait pourtant parlé de lui plutôt en bien sur ce circuit avant ce Grand Prix. C'est un circuit qu'il aime bien, sur lequel il finissait tout le temps dans les points, où il a toujours été solide, et malgré ça, il se prend quand même une pilule de 7 dixièmes face à Verstappen en qualif. Moi, je comprends pas. 7 dixièmes sur un circuit comme Monza, c'est juste énorme, quoi. Donc... sur un circuit où les écarts sont normalement assez faibles entre les équipiers, d'ailleurs on l'a bien vu entre Norris et Ricciardo, c'était 6 millièmes si mes souvenirs sont bons en qualif, se prendre 7 dixièmes sur un circuit entre guillemets simple en termes de pilotage, je dis simple dans le sens les virages à optimiser, ce genre de choses, voilà, c'est de l'accélération au freinage, les chicanes, c'est pas ce qui mobilise le plus le talent d'un pilote pour aller chercher le dernier kilomètre heure ou le dernier dixième de kilomètre heure dans chaque virage.
Voilà, il est plus facile d'être proche de quelqu'un sur un circuit comme Monza que sur un circuit comme Istanbul ou Monaco. Voilà, c'est ce genre de circuit très difficile. Et se prendre 7 dixièmes sur un circuit comme celui-ci, je suis désolé, pour moi, c'est pas pardonnable, quoi. Je suis assez d'accord, je sais pas Manu si tu penses pareil, mais c'est vrai que c'est quasiment la seule équipe où on a eu un énorme écart en qualif. Ah ouais, clairement, c'est très compliqué, hein, honnêtement. Il manque toujours quelque chose à Pérez sur la confiance, en fait, je pense, parce que finalement, c'est ce qui, à Monza, c'est un peu ce qui joue. Il faut une grosse confiance au freinage, que semble avoir retrouvé Ricciardo, puisque justement, ça allait très très bien. Moi, j'avais un peu peur pour lui, vu que c'est un circuit, il faut de la grosse confiance au freinage. Et à l'inverse, Pérez semble toujours ne pas avoir la limite de la voiture dans les mains. Donc, c'est sûr que là, quand ils arrivent à 360, 350 au bout de ligne droite et qu'il faut freiner à 70 km/h, je pense que lui freine un peu plus tôt, potentiellement passe un peu moins bien les virages, accélère un peu plus lentement, et en fait ça joue énormément, et ça fait un écart qui est effectivement pas normal sur un tracé qui se fait aussi vite. Mais pour moi, c'est toujours une question de prise en main de la voiture, et je pense que ça, malheureusement, contrairement à des Vettel ou Ricciardo qui ont réussi à trouver la clé un peu pour mieux exploiter leur voiture, je crois que Pérez n'y arrivera pas avant la fin de saison et qu'il faudra qu'il se repose sur ce qu'il est capable d'apprendre avec la prochaine voiture qui sera très différente, en fait. Nico dans le chat qui nous dit on parle de Kubica qui prend 1,5 seconde par son équipier en qualification. Écoutez, vous êtes gentil, mais enfin Kubica c'était son dimanche soir, il a terminé son 5e jour en tant que pilote titulaire chez Alfa Romeo quand même. Enfin, faut pas oublier que le garçon remplaçait Kimi. Il faut pas sous-estimer. Vas-y Franck. Ouais, non, je dis Giovinazzi en plus, voilà, là, depuis 2 courses, c'est vraiment qu'il est en délicatesse pour garder son baquet chez Alpha. Il sort tout en qualif. Pourquoi il n'a pas sorti ça avant? Voilà, c'est là juste la question que je me pose. Il nous sort des performances monstrueuses à Zandvoort et à Monza. Bon, évidemment, c'est Kubica face à lui, donc il empathie encore plus que n'empathie Raikkonen d'habitude, parce que Raikkonen aussi prend quand même quelques valises aussi face à Giovinazzi sur un tour. Mais après c'est un autre débat. Je pense qu'on en parlera plus tard. En course, c'est plus ça. Giovinazzi, il a encore massacré une opportunité de marquer des points pour Alfa Romeo. Avec sa bourde au premier tour, effectivement, où il se sort. Certes, il sort large à la deuxième chicane. Il revient en piste, mais il ne fait pas du tout. Je suis désolé, il dit qu'il est emporté par les vivreurs et les bordures. J'ai beau regarder et re-regarder. À ce niveau-là, il a déjà les roues droites depuis un petit moment. Il va couper la trajectoire sans voir la Ferrari ou sans faire attention. Il va vraiment se mettre sur la Ferrari. C'est pas du tout une histoire de voiture instable qui saute encore sur les bordures, pas à ce niveau-là. Donc c'est une vraie bourde. Vasseur d'ailleurs a parlé aussi d'erreur. Donc encore une occasion foutue en l'air par Giovinazzi en course. Voilà. Et là pour ça j'ai pas les mots. Donc je comprendrais tout à fait qu'il se fasse lourder à la fin de la saison. Et lourder est un mot bien choisi. Je suis d'accord avec complètement. Déjà, il se réveille trop tard au niveau performance. Et puis, effectivement, il y a quand même un gros souci de foirer toutes ses courses, en fait. C'est soit il est lent, soit il a à Zandvoort, il a une crevaison, mais de toute façon, même sans sa crevaison, il fait pas beaucoup mieux que 12-13e. Là, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il passe une Ferrari au départ, il avait presque fait le plus dur pour faire un bon résultat. Et parce qu'il se retrouvait entre 2 voitures qui n'étaient pas les meilleures en ligne droite. Et au final, il rate sa deuxième chicane. Et en fait, il se rabat en piste comme si il était tout seul. Et en fait, Sainz ne lâche pas. Il a totalement raison puisqu'il est sur sa trajectoire et que la piste est propre devant lui et libre. Et en fait, en plus, ça aurait pu faire un gros accident. Et effectivement, il rate des points sûrement. Pour moi, il rate un top 5, top 7. Mais donc, pour Alfa Romeo, au lieu de reprendre, on va dire, 6 points ou 5 points à Williams, ils en perdent encore 2. Donc, Vasseur, je pense qu'il en a un peu plus que marre, même s'il essaye de rester à peu près correct dans ses propos. Je pense que pour Giovinazzi, c'est la fin de l'aventure qui se profile, parce que de toute façon, maintenant, il n'est déjà pas favori face aux autres candidats. Et là, je pense que si c'était pas déjà fait, je pense que depuis dimanche, il est éliminé de la course à un baquet l'an prochain. C'est-à-dire que depuis 2 ans, c'est constant avec Alfa Romeo. S'il y a une course folle, tout le monde va chercher des points et Alfa Romeo va faire 12-13 ou 13-14. C'est toujours pareil. Et effectivement, il y avait une opportunité et là, Antonio Giovinazzi l'a laissé filer. Et
Vous le savez, je défends souvent Antonio Giovinazzi, qui pour moi quand même est voilà, un pilote qui a prouvé avoir sa place dans l'élite, mais s'il fait encore des erreurs comme ça, c'est pas surprenant si on préfère mettre un rookie à sa place. Le rookie fera les mêmes erreurs, mais il aura une courbe de progression à un moment, quoi. C'est ça qui est un petit peu inquiétant pour Giovinazzi. Il arrive maintenant à sa troisième saison complète. Il a fait ses premiers emprunts en 2017 aussi. Il devrait réussir à gérer la pression de ce genre de résultats. Et là, l'erreur qu'il fait à la chicane, en plus, elle est assez bête, quoi. C'est vraiment déjà l'entrée de la chicane en elle-même, il perd un peu le contrôle. Il se fait emporter par son enthousiasme. Je pense que c'est vraiment ça. Il était juste, voilà, il débordait d'envie de bien faire. Et puis, parfois, malheureusement, quand on veut trop bien faire, on ne fait pas les choses comme il faut. Donc, ça, malheureusement, pour Antonio Giovinazzi, ça se termine 13e. Et il finit finalement avec 2 secondes d'avance sur Kubica. Même si, alors j'avoue qu'il a pas non plus beaucoup de chance quand il fait son premier arrêt et qu'il se retrouve à faire un arrêt 5 ou 6 secondes plus long que ce qui était prévu. Parce que chez Alpha, on le laisse pas repartir. Mais il aurait certainement pas été chercher des points, à mon avis. Antonio Giovinazzi, surtout pas avec sa pénalité qu'il a eue également. Alors, Franck, lui, a vêtu son plus beau polo rouge aujourd'hui, parce qu'il faut le dire quand même, mais des Ferrari 4 et 6 à Monza, vu ce que ça a été l'an dernier, la débandade totale, je pense qu'ils ont de quoi être extraordinairement satisfaits. On sent que la voiture, en vitesse de pointe, était toujours pas là, mais au moins elle était très saine, elle était très bonne à conduire pour les pilotes, et jolie perf aussi de Carlos Sainz, qui revient d'un gros crash le samedi matin, Franck. Ouais, bah écoutez, ouais, c'est une très très bonne performance pour la Scuderia dans les conditions actuelles à Monza. Voilà, effectivement, par rapport à l'an dernier, c'est le jour et la nuit. Donc voilà, la voiture en progrès constante sur tous les circuits cette saison. Donc voilà, c'est vraiment confirmé, il n'y a aucun souci là-dessus. On savait que la Scuderia avait bien bossé malgré le gel. Quand même, on rappelle qu'il y a quand même eu un sacré gel pendant l'hiver. Il n'y a pas eu beaucoup de possibilités d'améliorer. Donc ils ont bien ciblé leur jeton d'amélioration sur vraiment les domaines les plus embêtants. Après, voilà, le moteur Ferrari, il est pas non plus aussi mauvais qu'on veut le dire. Il a bien rattrapé une bonne partie de son retard, il en manque encore un petit peu. Donc c'est un très bon résultat entre guillemets. Pour l'état actuel de forme de Ferrari, c'est pas un résultat suffisant par rapport aux ambitions de l'équipe, soyons clairs. Mais voilà, si la courbe de progression continue comme ça et que vraiment tout est vraiment concentré sur la fin de 2022 et que les enseignements de 2020 ont été tirés, ça promet pour l'année prochaine. Donc moi, j'espère maintenant que Ferrari va sortir une très très bonne monoplace l'année prochaine, va se mêler aux Mercedes, aux Red Bull, aux McLaren en tête du peloton et voilà, qu'on vraiment en vive une saison passionnante de ce côté-là. Voilà, Monza, c'est un petit peu la confirmation pour Ferrari que la monoplace a progressé, le moteur aussi. Après, pour un petit mot effectivement sur Carlos Sainz qui s'est bien rattrapé de sa bourde, ouais, une sacrée bourde quand même, hein, encore une fois pour lui. Il fait, je pense, un peu peur aussi sur le choc, hein, voilà, puisqu'on voit on voit la tête qui bouge beaucoup après avoir tapé à la variante Ascari. Il aurait pu ne pas participer derrière à la qualification. Heureusement, la voiture n'était pas trop chiffon. Il s'en sort bien, voilà, mais je pense qu'il n'a pas marqué de points parce que marquer son premier week-end à Monza chez Ferrari avec une sortie de piste comme ça, c'est pas terrible. Heureusement qu'il a fait de meilleures performances avant pour lui pardonner cet excès de zèle, on va dire. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on rappelle ces images qui font un petit peu peur. Bon, de ce que dit la FIA, visiblement, le harnais, le harnais et le hand sont allés aux limites de leur capacité, donc ça a été fait correctement, mais c'est vrai ils vont quand même analyser ça de près parce que le haut du corps de Carlos Sainz a beaucoup bougé dans l'impact et c'est vrai que c'est pas quelque chose auquel on s'attend parce que beaucoup avaient pointé en fait un défaut peut-être du système Hans. J'ai peut-être dit Halo d'ailleurs, mais c'est le Hans hein, si j'ai fait la bourde. Mais en fait le système Hans lui il est maintenu de toute façon par le harnais. Donc si vous voyez dans un choc le Hans, c'est que le harnais lui-même a permis au corps d'aller vers l'avant. Donc c'était clairement pas là que le problème se situait. Heureusement que la tête du pilote peut encore aller vers l'avant dans un choc à l'avant, parce que imaginez si c'était pas le cas, je vous raconte pas le coup qu'il faudrait pour supporter tout cela, même avec un système Hans en bonne et due forme. Donc Manu, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Voilà, c'est une image impressionnante, mais qui à mon avis va être analysée clairement par la FIA. Oui, il y aura des vérifications de fait. Après, c'est vrai que c'était assez impressionnant parce qu'il a dû repasser au centre médical pour être sûr qu'il n'y avait pas de commotion. Donc ça montre quand même qu'il y a eu un choc plus important que prévu et que ce qu'on imaginait au départ. Le souci pour Sainz, c'est que ça fait 3 accidents en 4 week-ends. En fait, ça fait beaucoup. Ça commence à faire du chiffre aussi sur une saison où il y a le plafond budgétaire. C'est jamais bien pour Ferrari.
Donc c'est un peu le souci pour lui, c'est que finalement lui aussi peine à trouver les limites de sa voiture, mais au lieu d'être en dessous, il est souvent au-dessus. Bon, alors heureusement c'est toujours un essai, il arrive toujours à faire des bons résultats en course, mais je pense que Ferrari va commencer à lui dire attention, il faut arrêter ça, quoi. Donc au-delà de ça, le week-end a été très bon pour eux par rapport à la mascarade de l'an dernier, donc ils limitent la perte sur McLaren qui marque quand même 45 points, et heureusement pour eux parce que sinon ils auraient très bien pu prendre un 45-5 ou 45-10, donc bon, ça aurait pu être pire, quoi. Effectivement, ça c'est quand même plutôt bien terminé pour Ferrari. Chez Aston Martin, bon voilà, on a quand même eu l'impression que la voiture était pas vraiment là encore une fois, mais Lance Stroll termine 7ème, donc il y a eu quelque chose de positif. Sébastien Vettel, je sais pas si tu es d'accord avec moi Franck, mais il s'est fait victimiser pendant tout le Grand Prix, le pauvre. J'ai l'impression que tout le monde, dès qu'on pouvait un petit peu le dépasser, on a essayé de le foutre hors piste, le pauvre. C'était compliqué pour l'Allemand. C'est ça, il était pas dedans, il était pas dans ce Grand Prix. Je sais pas pourquoi. Il avait remontré de bonnes aptitudes, de bonne combativité sur les derniers Grands Prix, et sur celui-là, on l'a pas vu. Effectivement, alors Stroll, il a été aussi un peu brouillon, hein, mais il s'en sort bien avec sa 7ème place. Mais ouais, effectivement, Vettel, voilà, il y a eu une mauvaise passe à un moment, effectivement, il se fait dépasser, et du coup, il est plus tout sur le bon rythme au niveau des Lesmo, il me semble, et il se fait dépasser par plusieurs voitures d'un coup. Je pense qu'il a pris un petit coup de bambou sur la tête à ce moment-là. Et voilà, après, je pense que c'est aussi une histoire de circonstances aussi pour pouvoir remonter derrière. Bon, voilà, l'Aston Martin, un moteur Mercedes cette année, c'est pas effectivement la voiture la plus rapide, mais sur un circuit comme ça, on l'attendait quand même peut-être un peu plus performante. Voilà, donc quand on voit ce que Mercedes peut faire avec son moteur et un concept finalement aéro très similaire, hein, puisque voilà, l'Aston Martin n'est qu'une réplique entre guillemets de la Mercedes de l'an dernier, donc avec ce rec bas. Du coup, voilà, on attendait un petit peu mieux, mais j'imagine aussi que chez Aston, on commence à mettre vraiment ses billes sur l'année prochaine, et que voilà, on commence juste à prendre quelques points d'ici de là pour voilà, finir la fin de saison de manière honorable. Je pense qu'on ira peut-être du tout pas chercher Alpine, sauf un gros résultat. Voilà, ils ont pris un coup de bambou aussi sur la tête en Hongrie avec la disqualification de la 2e place de Vettel, ce qui aurait pu jouer un petit peu pour la 5e place du championnat. Mais là, bon, clairement, je vois pas comment ils iraient mettre des évolutions ou autre chose pour corriger le tir pour la fin de la saison. Je pense que là pour eux c'est comme tous les autres, c'est focus 2022. Voilà, donc je pense que Vettel, après c'est toujours un petit peu pareil, il y a des grands prix où ça va très bien, des grands prix où ça va beaucoup moins bien. Je pensais qu'il s'était sorti de cette passe là, du coup ça le remet un petit peu en position d'instabilité sur le marché des transferts, en disant que vu qu'il est toujours pas confirmé, voilà, certains veulent bien mettre quelqu'un à sa place. Non, mais c'est pas le cas du tout, hein. On va rassurer là-dessus. Vettel, il sera bien là l'année prochaine. C'est une histoire de détails dans son contrat. Je pense qu'il y a des options à activer, des clauses, des détails de représentation publique ou autres, qui doivent être, à mon avis, négociés finement après cette première année. Je pense qu'il doit se faire une année d'observation, une année d'ajustement contractuel. Donc pour ceux qui s'inquiétaient pour Vettel, ou ceux qui voulaient voir Vettel partir, voilà. Ça dépend du point de vue. Il sera bien là l'année prochaine. Lawrence Stroll l'a encore confirmé aujourd'hui. C'est juste une histoire de détails. Donc voilà. Par contre, il va peut-être pas falloir non plus être trop souvent trop brouillon comme ça. C'est ça, parce que Zandvoort, il y a un tête à queue. Ici, il y a effectivement ce qu'on peut n'était pas dedans. Donc voilà, faut quand même revenir sur de bonnes performances. Mais heureusement, il a ces 2 podiums, ce podium réel, on va dire, à Bakou, et puis le podium en Hongrie qui lui a été retiré par la suite, au moins pour prouver qu'il est toujours là. Le pilote allemand, mon cher Manu, voilà, c'est une mauvaise passe, mais il a déjà rebondi de pire que cela. Ouais, moi je serais un peu plus indulgent que vous sur lui parce que en fait l'Aston Martin va clairement pas bien. On voit que Mercedes met 4 moteurs dans le top 5 et par contre eux échouent en Q2, donc ça montre bien qu'il y a d'autres problèmes sur la voiture. Après Vettel, il se fait pousser par Stroll au début, il perd 3 places. Il a un mauvais timing de son arrêt au stand et par la suite en plus, dès que la relance après safety car, il se fait percuter par Mick Schumacher qui lui arrache un bout de fond plat. Donc je pense que, au-delà du fait que lui n'avait pas l'air dedans, je crois que de toute façon, il n'avait pas grand-chose à défendre en termes de résultats. Et je pense qu'effectivement, il s'est un peu effondré parce que la voiture ne fonctionnait pas et lui savait très bien qu'il pourrait rien aller chercher. Mais j'ai trouvé meilleur qu'à Zandvoort. Donc je pense qu'il va... Voilà, c'est Vettel, il peut encore faire des bons résultats cette année. Et effectivement, il aura largement mérité sa prolongation, d'autant qu'il est quand même meilleur que Stroll cette année. Donc c'est un peu ce que faisait Pérez l'an dernier. Et si la voiture avait été meilleure, on peut penser qu'il aurait fait des bons résultats plus régulièrement. Donc ouais, je pense que c'est plutôt Aston Martin qui a blâmé là sur le coup.
Nico dit dans le chat, et voilà, Manu, fan de Vettel, on le savait, bah oui, évidemment. Évidemment, je suis fan de tout le monde, c'est connu. C'est ça, c'est Jacques Martin en fait, Manu, c'est pour ça qu'on vous le montre pas. Je veux pas qu'il est perdant, moi. Vous n'êtes pas prêt. Ah non, il est 19 alors. 19. Voilà, il y a quand même 19 pilotes qui l'aiment bien. Voilà, regardez, c'est un hater de Nikita Mazepin, rendez-vous compte. Bon, après, on a Alpine et Williams qui ont joué dans la même course tout le week-end. Hein. Ça, c'est vrai que c'était pas forcément tout à fait attendu, mais bon, les Alpines, voilà, qui ont un peu subi, mais c'était pas non plus simple, je pense, avec le moteur Renault, qui est au niveau, mais qui est peut-être juste un cran en dessous de ce qu'on a chez Mercedes et chez Honda. Alors, moi, oui, alors effectivement, il faut analyser. Je me saisis tout de suite de mon accessoire, bien évidemment, mais il faut analyser ce qui s'est passé avec Fernando Alonso, qui a simplement essayé de tirer la couverture à lui lors de l'accrochage à Hamilton Verstappen, évidemment, en bloquant complètement les roues, en ratant cette première chicane. Je sais pas ce qu'il a cette année, Fernando Alonso, c'est-à-dire que dès qu'il se passe un incident devant lui, il fait un tête à queue ou il fait une erreur. C'est arrivé avec Russell et Bottas à Imola, où il fait un tête à queue ensuite. Moi C'était pour ceux qui n'ont pas la vanne, elle est marquée là, hein, très clairement, c'est une prononciation, hein, bien sûr, de cette magnifique casquette, mais voilà, c'est-à-dire que voilà, Fernando Alonso, il a réussi à faire encore parler de lui, alors que pourtant l'Alpine n'était pas là du tout. Donc on arrive à s'en rappeler, on en parlera tout à l'heure quand on parlera de la qualification sprint. Russell fait 9, c'est bien pour Williams aussi de continuer de marquer des points, et finalement, Franck, j'ai l'impression qu'il a fini 9ème, on était là comme si c'était normal maintenant, ça y est, c'est devenu habituel. Alors, moi je m'attendais un petit peu mieux quand même de Williams sur ce circuit. On avait parlé un petit peu avant l'été ou pendant l'été de la possibilité de voir Williams faire un petit coup d'éclat à Monza, parce que voilà, voiture très fine, moteur Mercedes, concept assez taillé pour les lignes droites. On l'a vu en Belgique, hein, ça a bien fonctionné, même en plus il y avait le paramètre pluie sur le coup. Je m'attendais un petit peu à mieux quand même, à la régulière de Williams à Monza, mais non, par contre à la régulière, voilà, sans avoir beaucoup d'abandon devant, sans circonstances de course très particulières, il fait 9ème, donc moi je dis, voilà, lui aussi doit être libéré maintenant Alors, il n'est pas libéré d'avoir son contrat Mercedes parce qu'il le savait depuis Spa. Mais voilà, il est libéré dans le sens, voilà, les points sont marqués. Williams a sa place au championnat constructeur 8ème assuré maintenant très largement. Donc il peut se permettre de tester des choses, comme il l'a dit, d'aller dans des extrêmes en termes de réglage, de parfaire son apprentissage et d'être un peu plus relax, je pense, en course, et du coup de se lâcher, peut-être d'attaquer un peu plus, d'être un petit peu plus en mode attaque. Mais par contre, je vais mettre quand même un bon point pour Nicolas Latifi sur ce week-end-là, qui a été quand même extrêmement performant, était vraiment tout proche de Russell. L'histoire retiendra d'ailleurs que Latifi a battu Russell pour la première fois en qualification, puisqu'on retient la grille de la qualification sprint comme résultat des qualifs officiels, et Latifi finit devant Russell, donc il a battu Russell en qualification pour la première fois, donc la série de Russell s'arrête. Voilà, elle a pris fin, il avait effectivement battu son équipier chez Williams depuis ses débuts en 2019, et donc ça s'arrête maintenant. Je crois que c'est 50-1 maintenant à peu près entre Russell et son équipier Williams. Mais c'est vrai, Manu, que voilà, Latifi fait un beau Grand Prix aussi, et il était devant jusqu'à la hauteur de sécurité. Bref, il se montre lui au bon moment. On parlait de Giovinazzi qui lui se montre peut-être trop tard, mais il se montre au bon moment pour ne pas laisser Alex Albon prendre les rênes de l'équipe tout de suite. Ouais, c'est ça, on sent qu'il a mérité sa prolongation, que Jost Capito l'a pas prolongé que pour son argent. Effectivement, il est maintenant à un niveau qui est très proche de Russell, ou en tout cas qui est beaucoup moins loin de Russell, alors que Russell lui-même est en très bonne forme. Donc ça montre aussi que Latifi progresse, que c'est un très gros bosseur, hein, de toute façon. Il a pas forcément le talent inné, mais il bosse beaucoup, et c'est quelqu'un qui écoute beaucoup ce qui lui est dit, et je pense que ça paye. Aujourd'hui, il arrive à mieux comprendre comment la voiture fonctionne, mieux comprendre comment on développe et comment on règle une voiture. Et puis, ça a bien payé. Bon, même si là, il finit 11e, mais il aurait pu jouer des points aussi. Et c'est pareil, lui, il a mauvais timing sur l'arrêt au stand. Et puis, du coup, vu qu'on couplait avec Alpine, c'est vrai qu'Alpine, finalement, c'est pas un bon week-end, mais il limite la casse par rapport à Aston Martin en termes de points, et ils reprennent des points à AlphaTauri. Donc, malgré le mauvais week-end qu'ils ont passé, ça reste un très bon week-end sur le plan comptable pour eux. Donc, c'est deux équipes qui ont joué un peu dans la même course. Je dirais que c'est Williams qui a joué dans la course d'Alpine, mais finalement, ça s'est bien goupillé pour les deux à la fin. Xrens nous dit heureusement que Latifi n'était pas un peu Red Bull. Ah, c'est sûr que là, il n'aurait pas tenu aussi longtemps. Hein. Quand vous avez besoin de plusieurs années comme ça, c'est compliqué. Quand vous êtes de la marque du Taureau Rouge, bon, nos amis de chez As, ça y est, ils sont accrochés. Hein, voilà, ça y est. Donc maintenant, c'est bien fait. Mazepin a envoyé Schumacher en tête avec eux. Voilà, on y est. C'est très bien.
On peut s'en réjouir, ça n'est pas arrivé à un endroit très rapide, donc voilà, bravo, ils ont réussi à faire un petit incident. Mais bon, c'est... Grosse différence quand même, c'est que Nikita Mazepin s'est excusé, a reconnu ses torts cette fois-ci, publiquement. Bah oui, on l'a pénalisé, Franck, donc ça y est, il y a quelque chose à cliquer dans sa tête qui est pardon. C'est pas faux. C'est pas faux. Non, voilà, donc changement de ton aussi un petit peu de ce côté-là. Encore des erreurs bêtes et inutiles entre les deux pilotes. Bon là clairement du côté de Nikita Mazepin sur ce coup-là, donc voilà, il s'est excusé publiquement, donc j'espère que ça remettra un petit peu de normalité dans leur relation, au moins publique, médiatique, voilà, que s'il y en a un des deux qui fait une faute, au moins il l'avoue, il l'admette. Après voilà, la rivalité entre les deux, elle sera toujours là, ils peuvent pas se piffer, donc c'est comme ça, donc c'est Papa Mazepin qui va réussir à prendre un jour le commandement de l'équipe. On peut dire ce jour-là que Mick Schumacher signera sa sortie. On en est à ce point-là, mais c'est voilà, c'est As. Voilà, c'est à la lumière de cette grande année où il fallait pas de façon attendre de miracle. Mais bon, au moins ils nous font le spectacle, ils nous font rire, quoi. C'est les Muppet Show, du peloton, quoi. C'est ça, parce que quand Williams était dernière de très loin, bah, on n'en parlait jamais parce qu'on les voyait jamais, voilà, il se passait rien. Là au moins il se passe des trucs, quoi. C'est un petit peu Manu, c'est un petit peu de feuilleton, c'est les feux de l'amour, on aime bien ça, voilà. Ouais, bah on attend presque chaque semaine de savoir ce qui va se passer entre les deux. Là, c'était carrément un gros accrochage, mais finalement, c'est celui qui a fait le moindre mou parce que bah, la faute était tellement à 100% sur Mazepin et c'était tellement une erreur de sa part qu'il n'a pas eu d'autre choix que de s'excuser et d'être pénalisé. Donc, ça a finalement évité que Schumacher doive employer les grands moyens pour prouver qu'il avait raison. Donc, ça a presque été plus sain que ce qui s'était passé à Zandvoort. On a publié un article sur Next Gen, c'est Alex qui l'a fait en expliquant le déni de Gunther Steiner, et c'est vrai que quand tu vois à la fin de la course que Gunther Steiner te dit que de toute façon c'était quand même une bonne course et qu'ils en tirent des choses positives, tu te dis que ouais, le mec vit dans une réalité parallèle, mais bon, finalement peut-être qu'en interne le fait qu'il n'y ait pas eu de drame du week-end, ça reste positif pour eux, quoi. Bah, je suis désolé, mais Schumacher finit à 51 secondes du vainqueur, il finit dans le tour. C'est pas tous les jours que Haas finit dans le tour du leader, donc moi je... Ouais, c'est ça. Non, puis il n'y a pas eu d'engueulade, ils n'ont pas eu de situation de conflit à gérer, donc finalement pour eux c'est peut-être juste un week-end plus tranquille que les 13 précédents, quoi. Je pense qu'il chiffre ça, en fait, Gunther Steiner, un week-end se chiffre sur la durée du coup de fil qui passe à Gene Haas après les week-ends. Si ça dure moins de 10 minutes, c'est que tout va bien. C'était bien. Gene, il s'est rien passé. Voilà, tout va bien. Personne ne s'est engueulé. Bon, un week-end qui s'est très mal passé, par contre, en tout cas un dimanche qui s'est mal passé, c'est chez AlphaTauri, parce que bon, Yuki Tsunoda n'a pas pris le départ et Pierre Gasly a abandonné au bout de 3 tours. Là, ça fait mal. Une équipe qui avait gagné le Grand Prix l'an dernier, bien sûr. Franck, on peut être évidemment déçu et attristé pour Pierre Gasly, déjà avec l'accrochage en qualification sprint. Des accrochages à cette chicane-là, il y en a eu 15 de tout le week-end, et il y en a un qui personnellement avant dans la courbe à Grande, c'est lui. Et ouais, mais il était derrière, donc c'était sa faute. Hein. Voilà, on peut pas. Il n'a pas fait beaucoup des fautes. Il n'a même pas fait du tout, je crois, de l'année. Bon, je n'ai pas souvenir de quelque chose de très marquant en tout cas. Nul n'est parfait. Il va toucher un petit peu, effectivement. Je crois que c'est une McLaren devant lui. Ouais, mais je crois que c'est Ricciardo, mais il ralentit fort, quoi. C'est un peu qu'il se fait piéger. Hein. C'est un petit peu piégé, il tape très légèrement, assez pour plier son aileron avant pour qu'il se désolidarise dans la Curva Grande. Heureusement, il se fait pas mal. Ça c'est effectivement le point à retenir. Mais par contre, bon, effectivement, ça lui ruine du coup la suite de son week-end. C'est le problème ou la bonne chose de ces qualifications sprint, c'est que s'il se passe quelque chose lors de cette course, mini-course de 100 km, c'est où vous finissez derrière et vous avez ensuite double dose, double ration le lendemain parce qu'il faut remonter tout le peloton. Donc, non, bah voilà, on peut pas, comme on dit souvent, de héros à zéro entre 2020 et 2021. Bon, voilà, c'est un week-end sans pour Pierre, qui en plus subit, à mon avis, je pense, ça n'a pas encore été trop expliqué, ou je n'ai pas vu l'explication. Je pense comme ils ont changé son moteur, profité effectivement du fait qu'il partait du fond de grille pour changer son moteur, changer son aileron arrière. Je pense qu'ils ont dû peut-être mal le remonter, donc quelque chose qui ne devait pas être très bien remonté dans la monoplace à ce moment-là. Donc voilà, à voir du côté de Honda ce qui s'est passé. Pour Tsunoda, problème de frein, dès la grille de départ. Donc bon, un week-end sans à domicile après un week-end fastueux l'année dernière. Bon, voilà, c'est ce que la F1 comme on l'aime, quoi.
Ça va très bien un week-end, ça va pas du tout le week-end suivant, ça va très bien une année, ça va beaucoup moins bien l'année suivante. Voilà, il faut toujours des gagnants et des perdants, donc cette année c'était AlphaTauri la grande perdante dans le peloton. D'accord avec ça, Manu? Ouais, complètement. De toute façon, Gasly, je crois que c'est sa deuxième erreur. Il me semble qu'à Bahreïn, c'est un peu lui. Ouais, c'est la même chose. Il va toucher une McLaren devant, Ricciardo d'ailleurs, je crois. Mais bon, après, c'est des petites erreurs. C'est toujours au départ, c'est toujours sur des moments où le contact se joue à 2-3 km de différence par rapport à ce qu'il aurait pu éviter. Mais bon, le fait est qu'effectivement, c'est une petite erreur. Elle a des grosses conséquences. C'est un peu ce qui est dommage pour lui. L'avantage, c'est que finalement, vu qu'il a un problème technique le lendemain, il n'y avait pas de regret à avoir par rapport au fait qu'il s'était quand même super bien qualifié le vendredi, puisqu'il fait encore un top 6. C'est son 11e de l'année, je crois, en 14 courses. Donc ça reste vraiment une saison fantastique pour lui. Il faut des grands prix 100. La plupart des grands prix 100 cette année, c'était à cause de la stratégie. Là, il a ruiné sa qualif avec une petite erreur. Bon, la course, il y a un problème mécanique, c'est pas un drame. AlphaTauri sont bien partis pour bétonner la 6e place, qui est vraiment loin d'être mauvais. Et lui peut encore finir dans le top 10 du championnat, ce qui serait parce qu'il perd une place au profit de Ricciardo. Mais ça reste quand même très bon. Donc je pense que c'est pas bien grave, quoi. Ça peut arriver. Et puis un week-end 100 sur 23 courses ou 22, c'est normal, quoi. Ouais, et un Grand Prix 100 au volant d'une AlphaTauri, c'est pas la chose qu'un plusieurs Grands Prix 100 au volant d'une Red Bull ou d'autres places. Voilà. Exactement. Les conséquences sont quand même moindres. Donc c'est encore à souligner, il se bat avec une AlphaTauri quand même. Quand on voit où est Tsunoda dans le peloton par rapport à lui, on peut que saluer la performance de Pierre Gasly cette année, quoi. C'est ça, Alexandre dans le chat nous dit Gasly c'est 2 petites erreurs seulement, mais à chaque fois un top 6 raté, grosse conséquence. Mais en fait, il rate ses gros résultats parce qu'il fait des grosses perfs en fait. C'est que si on regarde le niveau qu'a Tsunoda, alors à Bahreïn, Tsunoda pouvait faire Q3 et c'est vrai que là on a le sentiment qu'à Bahreïn ils ont loupé vraiment une belle occasion. Mais quand on voit les performances de Tsunoda ce week-end, voilà, si Gasly ne surperformait pas, sans doute qu'il n'allait pas non plus perdre énormément de points avec cette erreur-là. Donc c'est aussi, il perd de gros coups parce qu'il arrive à les faire à chaque fois maintenant. Et c'est vrai qu'il arrive à toujours qualifier cette voiture très très haut sur la grille. Et ça fait plaisir de voir Pierre Gasly en verve pareil. Bien entendu, c'est ce que dit Franck, tu vises un pilote Red Bull en particulier en disant plusieurs week-ends sans dans une Red Bull, c'est autre chose. J'ai envie de dire tous depuis 2019. Hein, c'est un peu ça. Gasly compris d'ailleurs. Voilà, c'est Gasly lui-même. Hein, donc c'est du Gasly, c'est du Albon, c'est du Perez, c'est du un peu tout le monde. Voilà, depuis que Ricciardo est parti de l'équipe autrichienne. C'est bien aussi. Là, je voudrais quand même dire quelque chose. C'est que Gasly, quand on l'a mis à côté de Verstappen, il était à 4-5 dixièmes avec son expérience de l'époque. Maintenant, avec son expérience de maintenant, je comprends vraiment sa frustration de ne pas le mettre dans la Red Bull parce que je pense qu'il serait quand même beaucoup plus proche de Verstappen. Ouais. Voilà, c'est un petit aparté. Nico qui nous dit tiens c'est une Alfa Romeo en fond de l'émission, même pas Alonso, mais enfin le fond change toutes les je ne sais plus, je crois que c'est 8 ou 9 secondes, ça évolue. Donc là vous avez par exemple Hamilton et ça va changer. Il y a évidemment Fernando Alonso, enfin bientôt ce sera d'ailleurs la seule photo que je mettrai en couleur, comme ça, vous serez obligé de le voir sur cette émission, et puis comme ça les gens verront ensuite sur Facebook des commentaires comme quoi Next Gen est évidemment roule côté Alpine bien sûr, et c'est toujours comme ça. Mais c'est bien qu'on parle de Pierre Gasly, puisqu'on peut évidemment passer sur notre dernier sujet, puisque c'est lui qui a été l'animateur principal quasiment de ces qualifications sprint contre son gré, bien sûr. Mais donc on a eu la deuxième édition de ces qualifications sprint qui, si on écoute Liberty Media et Ross Brown, ont été un franc succès et un truc extraordinaire. Si on écoute les gens qui les ont regardés, moins, hein, on va pas se le cacher. Je veux dire votre avis sur la course qu'on a eue, enfin la qualification sprint du coup, on va garder le vrai nom, qu'on a eu ce samedi, Franck. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors c'est sûr qu'on n'a pas eu la mini-course du siècle, soyons clairs, mais pour moi l'objectif il est atteint dans le sens où on part pas sur des grilles inversées, des choses complètement abracadabrantesque, je ne sais pas comment on dit. Voilà, pour cette grille de départ, on part sur une grille basée sur les qualifications et on a des petits aléas qui viennent nous changer un petit peu la grille. On cherche pas à avoir un truc absolument complètement chamboulé pour le dimanche. On cherche à avoir des petites choses c'est ce que dit Ross Brown d'ailleurs, des petites choses qui viennent pimenter un peu le Grand Prix. Prenons Lewis Hamilton qui loupe son départ depuis la première ligne, se retrouve du coup 4e.
ça lui change complètement la physionomie de son Grand Prix. Et voilà, on ne parle pas d'une grille inversée, on ne parle pas d'un gadget, on parle juste d'un petit résultat. Alors évidemment, pour Pierre Gasly, c'est plus dommageable parce qu'effectivement, là c'est grosse faute, grosse conséquence derrière aussi pour en double dose. Ce que je dis, c'est double ration en général quand vous faites une erreur dans cette course-là. Mais pour moi, l'objectif, il reste atteint dans le sens où on arrive à mettre des petits chamboulements dans la grille de départ et des petits sujets de discussion pour le dimanche, des petites interrogations. Qui font que, pour moi, de ce côté-là, l'objectif, il est atteint. Après, voilà, si on s'attend effectivement à avoir une course de 100 km où les pilotes se bastonnent, se mettent des coups de roue partout pour gagner absolument n'importe quelle place à n'importe quel prix, vous n'aurez pas ça cette année. Vous aurez peut-être ça l'année prochaine, si effectivement ils décident de faire des mini-courses à part qui comptent beaucoup plus pour le championnat avec des points. Style peut-être la moitié des points d'un Grand Prix normal, effectivement, où là s'il y a peut-être 12 points à jouer pour le vainqueur, 12, 10, 8, 6, je ne sais quel barème, là vous verrez, en plus sans aucune conséquence pour la grille sur la grille du dimanche, là effectivement vous verrez des pilotes qui seront prêts à prendre beaucoup plus de risques. Modulo, qu'il faut quand même pas trop chiffonner la voiture parce que bon ça coûte cher et qu'il y a quand même un Grand Prix à faire le lendemain. Mais le but de ces quali sprints, ce n'est pas du tout de voir des pilotes se mettre dans des positions pas possibles pour gagner la moindre place. Voilà, c'est les petits changements qui altèrent un petit peu cette grille de départ. Sinon, on aurait eu 2 Mercedes devant, 2 McLaren, ou une Red Bull, ou 2 McLaren, voilà, et on aurait eu un Grand Prix un peu plus soporifique, je pense. Bon, après, il y a eu quand même la pénalité moteur de Bottas qui a changé un peu les choses, mais s'il n'y avait pas eu cette pénalité moteur-là, on partait sur ça. On partait sur un dimanche très tranquille à Monza. C'est vrai que Manu, la qualification du vendredi, c'était quasiment les voitures 2x2, mais comme souvent à Monza. Ouais, c'est ça. C'est Monza est très réputé pour ça. Il y a un gros différentiel de performance dans les voitures. Après, moi, le problème de la qualification sprint, c'est que justement, c'est aussi pourquoi on nous l'a vendu. C'est-à-dire que on nous l'a vendu comme en mettant 3 points, 2 points, 1 point sur les premiers pour qu'ils aillent chercher des risques, des performances, etc. Et en fait, non. La F1 actuelle, il y a un Grand Prix le lendemain, il y a un budget, il y a une qualification, enfin, il y a une place sur la grille qui se joue. On joue la prudence. Donc, je suis pas sûr que ce soit très compatible avec le fait de, effectivement, vouloir faire ce que les Liberty Media au départ vendaient, c'est-à-dire un truc très, très animé. Du coup, le format en lui-même me plaît moyennement. Après, j'aime beaucoup le fait que le vendredi prenne une grosse importance. Je trouve que ça change vraiment la donne du week-end. Et puis, effectivement, ça a quand même amené un petit peu d'incertitude sur la course du dimanche. Donc c'était pas pire que ça, mais j'aime pas trop la propagande que fait le Ross Brown en disant que tout est beau et tout est chouette, alors que même les pilotes disent il faut trouver des petits trucs à faire en plus pour que le spectacle soit meilleur. Mais après, le sprint en lui-même a son intérêt, ouais. Après, si on sort un petit peu des hashtags facts, parce qu'il faut être factuel dans cette émission, les 2 qualifications sprint ont accouché sur un accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, donc vivant le Brésil, bien entendu. C'est terrible, mais c'est le cas, mais bon, je pense pas que la quali sprint ait grand-chose à voir là-dedans, très, très clairement. Les changements pour 2022, Franck, on partirait donc quand même alors déjà, on va avoir aussi des changements qui vont peut-être être apportés au Brésil pour un petit peu changer tout cela, mais pour 2022, on se dirige quand même de plus en plus vers une course qui n'aurait rien à voir, comme tu as dit, avec la grille du dimanche. Vraiment une course qui serait décidée par une autre grille de départ, voilà, un peu ce qu'ils veulent, et qui apporterait des points en plus. Est-ce que tu penses quand même que c'est la bonne chose à faire, d'avoir des mini-prix au milieu des grands prix, finalement ? Alors, moi je dis ça se teste, ça se tente. Par contre, si on met ça en place, on va être obligé de revoir encore une fois le barème des points. J'explique les choses. Là aujourd'hui c'est 25, 18, 15, 12, 18, c'est les 10 premiers qui marquent. Si on veut faire la même chose pour la mini-course, c'est-à-dire mettre beaucoup de points à plus de pilotes pour que ça se batte un petit peu au moins dans le peloton, il va falloir, je pense, peut-être doubler les points du dimanche, c'est-à-dire qu'on va se dire le vainqueur sera à 50 points et le vainqueur du coup de la mini-course sera à 20 ou 25 points, histoire effectivement d'avoir une vraie hiérarchie de points entre la mini-course et la course. Moi, je trouve dommage qu'on ne le tente pas cette année, en fait. Peut-être que ça va se tenter au Brésil. Mais voilà, mais changer un barème de points en cours de saison, ça me paraît un peu compliqué. Parce que si on récompense pas plus, au moins les 10 premiers de la mini-course, effectivement, vous verrez pas beaucoup de batailles. Vous verrez pas beaucoup de batailles derrière. C'est hors de question, effectivement, de faire une erreur comme Pierre Gasly pour se retrouver sur le dernier sur la grille de départ du dimanche. Donc, pour moi, cette idée de mini-course qui ramène beaucoup de points aux 10 premiers, elle aurait dû être testée cette année. Là, ça me paraît un peu tard, malheureusement, pour changer, à moins qu'il y ait une unanimité pour dire que le Brésil compte double en termes de points et que du coup on met 25, 18, 15, 12 à la mini-course du samedi.
Ça me paraît un peu compliqué à gérer ça comme ça en l'espace de 1 ou 2 mois. Mais oui, pourquoi pas? Moi, je dis, il faut tester. Elles peuvent avoir leur intérêt si voilà, les pilotes se sentent libres de se battre. C'est-à-dire qu'il y a une grille qui est indépendante de la course du dimanche. Alors reste à savoir comment on définit cette grille de départ de cette mini-course. Parce que si la qualif du vendredi définit la grille du dimanche, est-ce qu'on définit aussi la mini-course du samedi avec, ou est-ce qu'on tente autre chose? Osborne a quand même dit qu'il était quand même assez contre les grilles inversées. Voilà, c'est pas du tout dans l'ADN du sport. Il y a beaucoup de pilotes qui ont dit que voilà, même cette mini-course ne devait pas avoir de grille inversée. Voilà, il y a des choses à étudier, je pense. Il y a des choses à faire pour effectivement l'animer un petit peu plus. Pour animer une course, il faut simplement mettre une carotte au bout. Hein. C'est toujours pareil. Hein. S'il n'y a pas de carotte au bout d'une course, quel intérêt d'aller se battre ou de chiffonner la voiture? Voilà, moi c'est mon sentiment, c'est là-dessus que j'irais. Je pense que moi je dirais la bonne solution serait de mettre la qualif du vendredi qui compte à la fois pour le samedi et pour le dimanche, et que le résultat du samedi n'influe pas le résultat du dimanche. Alors, Voilà. moi, je vais me permettre pour une fois de donner mon avis. Mais vas-y. Je suis pas. En fait, le truc, c'est que c'est pas tant, voilà, est-ce que les courses fonctionnent, est-ce que ça change la grille, tout ça, bon, c'est des considérations. Mais moi, en fait, j'ai un problème avec le concept en lui-même de la course sprint, de la qualif sprint, du F1 sprint, vous l'appelez ça comme vous voulez, mais on est dans une ère où on n'arrête pas de dire maintenant que les grands prix sont dévalués parce qu'on en ajoute beaucoup, et maintenant on rajoute des courses dans les courses. Et tant que ça ne fait que déterminer la grille, bon, ça me gêne un peu, mais ça va encore. Si maintenant ça devient des événements à part entière, là, aujourd'hui, sur les deux choses qu'on a eues, les deux tests qu'on a eus, on a beaucoup de chance parce que le samedi est pas top, et heureusement, le dimanche, il se passe un gros truc derrière pour qu'on parle que de ça. Mais qu'est-ce qui va se passer le jour où, l'an prochain, on va avoir ces courses-là, qui vont être vraiment à part, mais qui vont rapporter beaucoup de points, parce que c'est vrai que si tu fais une course à part, mais qu'elle rapporte que 3 points en premier, ça n'a absolument aucun intérêt. L'objectif, à mon avis, ce qu'ils veulent faire dans les papiers, c'est prendre par exemple la Q3, inverser le classement de la Q3 pour la grille du samedi, et comme ça permet aux petites équipes, en tout cas aux équipes pas très huppées, de pouvoir marquer plus de points d'un coup et de resserrer un peu tout le monde artificiellement. Mais imaginons, voilà, il y a une course sprint exceptionnelle et le Grand Prix est nul derrière. Je sais pas si la F1 s'en sort vraiment grandi quand tu ressors du week-end en ayant dit le samedi c'était formidable et ne parler que du samedi, quoi. Je comprends l'idée de vouloir faire 3 journées d'événements avec les qualifs, la course sprint et la vraie course, mais si le Grand Prix en lui-même est dévalué, je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, moi. Je sais pas ce que tu en penses, Manu, mais moi c'est la crainte que j'ai par rapport à tout ce format. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que c'est un peu toujours plus. En fait, c'est là clairement l'objectif initial en fait du sprint, c'est d'améliorer la visibilité et donc la valeur du samedi après-midi en fait en Formule 1. Alors c'est pas bête parce que ça améliore aussi le vendredi soir, mais effectivement ça dilue un peu plus le Grand Prix et ça pourrait devenir... Là, ça va encore, mais je pense que si on en venait à un événement, une mini-course, en fait, qui soit un peu plus folle et tout ça, si le spectacle est trop important samedi, effectivement, ça va potentiellement remettre en cause le dimanche, dans le sens où le public qui est plus jeune et qui apparemment n'aime pas les événements d'1 heure et demie, etc., va peut-être s'en détacher un peu. Et à moyen terme, est-ce que la F1 va pas vouloir revoir le format de quelque chose qui fonctionnait jusque-là? Donc... c'est toujours un peu faites attention à ce que vous voulez, quoi, parce qu'au final, la F1 veut quelque chose, ils sont en train d'avoir des bons résultats sur pas mal de choses, mais il faudrait peut-être pas le mieux est l'ennemi du bien, quoi, donc à vérifier qu'ils n'aillent pas trop loin. C'est ça, parce qu'imaginons le samedi est génial, ça donne une opportunité à la F1 de dire venez demain, c'est 3 fois plus long, ça va être encore mieux, vous allez voir. Et puis si le lendemain est nul, beaucoup de monde sera venu pour regarder cette course-là, beaucoup de monde va réagir négativement. Parce que j'ai beaucoup aimé, ça sortait l'argument de dire on n'a jamais eu autant d'engagement autour d'une qualif sprint. Bon, c'était la deuxième déjà, donc ça va, c'est pas non plus la folie. Puis vous regardez la tronche de l'engagement sur les réseaux sociaux, excusez-moi, il était quand même beaucoup plus négatif que positif. Donc après, on peut être tout à fait sur le côté n'importe quelle publicité est de la publicité, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est pas grave, le principal c'est d'avoir de la pub. Mais voilà, moi c'est Franck, c'est ma petite crainte, moi, c'est qu'on se retrouve avec
des grands prix soient plus aussi intéressants. Je vais vous décevoir tous les deux parce que on est quand même bien parti pour. Hein. On a mis comme un doigt dans l'engrenage. Il y a très peu de pilotes ou d'équipes qui s'opposent vraiment totalement aux qualifications sprint. Voilà, on n'est pas sur un Melbourne 2016, c'est ça, quand il y avait eu un tollé face au changement du format des qualifications, avec l'élimination directe, voilà, qui fonctionnait pas du tout. Ça semble être plus ou moins accepté. On se dit qu'on peut parfaire le modèle. On n'est pas du tout en train de le remettre en cause. Donc ça veut dire que maintenant qu'on a commencé à mettre le doigt dans l'engrenage d'une mini-course en Formule 1 qui précède la grande course, on est parti pour aller jusqu'au bout du truc. Et pour aller jusqu'au bout du truc, moi je ne vois pas d'autre chose que de donner des carottes à cette mini-course. Maintenant j'ai envie de te dire, si effectivement on a une course plus animée samedi parce qu'on inverse la grille de la Q3, juste, voilà, de la Q3, ça sera logique. Genre, les fans de F1 qui suivent la F1, genre, la plupart d'entre nous, la Formule 1 c'est quand même un sport de connaisseurs en général. Ils savent que voilà, si on fait partir une Williams qui arrive en Q3 en pôle le samedi, on sait très bien qu'elle a de très grandes chances de se faire dépasser par des voitures plus rapides derrière, et donc du coup d'avoir plus d'animation, plus de déplacement en piste que le dimanche sur une grille plus classique avec la Q3, avec l'ordre respecté. Donc je veux dire, les gens arriveront vite à remettre les choses dans l'ordre. Voilà, après c'est comme tout. Moi, je veux pas non plus être fermé en disant que la Formule 1, ça doit être encore 70 ans la même chose. Voilà, donc je veux pas jouer au vieux con, voilà, qui a pas du tout envie de faire évoluer le sport. On est sur un changement complet de médiatisation, on est sur un changement complet de génération, on est sur maintenant sur les thématiques de l'environnement, de l'écologie. À bout d'un moment, il va bien falloir faire le deuil du moteur thermique en Formule 1 aussi. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, mais je pense que dans les 15-20 prochaines années, on pourra dire adieu au moteur thermique en Formule 1. Et voilà, et à un moment ou à un autre, il faut se dire, il va falloir vivre avec son temps. Et donc, si le temps dit les jeunes générations, ils n'ont plus qu'une heure à consacrer à un sport ou une demi-heure, on fait ça, ok. Le seul sport qui résiste un petit peu à ça, on va dire, c'est le foot. Voilà, les matchs de foot qui durent 1h30, 2 fois 45 minutes, c'est vrai que ça n'a jamais bougé. J'ai toujours été assez étonné de ça. Voilà, donc on n'agrandit pas les cages de but et on réduit pas la durée du match pour effectivement avoir plus de buts et plus de voilà. Mais non, là c'est voilà, pour le coup, c'est resté quand même. Pourtant, il y a beaucoup d'argent en jeu, beaucoup de pression là-dessus. Voilà, la Formule 1 doit savoir évoluer, s'adapter. Voilà, bonne idée, mauvaise idée. Voilà, il faudrait le tester. C'est comme tout, mais voilà. On a mis le doigt dans l'engrenage d'une mini-course. Je pense qu'on explorera des choses un peu plus extrêmes que ce qu'on voit cette année. Par contre, pour en déterminer la grille, moi je pense qu'on est obligé de faire une Q3 inversée parce que j'avais pensé à un moment, en voyant les résultats en fait des Q1, on peut se dire on prend le résultat de la Q1 et puis voilà, ça fait la grille. Mais le problème, c'est que du coup, dans ce cas-là, les Red Bull, les Mercedes vont faire en sorte de faire des bons tours en Q1. Donc voilà, ça va rien changer au problème. Ils vont faire en sorte, eux, de bien se mettre, comme ça le samedi, ils seront bien mis. Enfin, pour la course du samedi, ils seront bien mis. Et comme ça n'a pas d'impact sur le dimanche, voilà, c'est un peu ce genre de choses. Donc je pense que, à mon avis, c'est la seule manière de faire si vous voulez faire une grille un peu différente. Ou alors, voilà, s'ils veulent complètement, ils prennent l'ordre du championnat et puis de l'inverse. Mais ça irait complètement à l'encontre de tout ce que les gens veulent. Donc là, je pense qu'ils ne seraient pas assez bêtes pour tenter ce coup-là. Sinon, on ira te faire tirer les places. Je crois que c'est un IndyCar, non? C'est arrivé une fois. Oui, bien sûr. Voilà, on met des énormes pneus Pirelli, on les tourne, et puis voilà, ça fait un spectacle qui dure 45 minutes, c'est super long, c'est abominable avec toutes les interviews, mais au moins ça fait rire les gens. Donc, voilà, et au moins, les Hamilton et Verstappen ne se cracheraient pas dans ce temps-là. C'est ça, s'il y en a qui part 3ème et l'autre 19, je peux vous dire qu'on les verra pas en piste. Ils se croiseront pas, mais voilà, c'est un peu compliqué. Après, là, si on va même encore plus loin sur les qualifications, et c'est Xoens qui dit aussi dans le chat notamment, voilà, est-ce qu'il n'y a aussi pas temps de regarder un petit peu du côté de Monza et de changer le système de qualif, parce que je suis désolé, mais le vendredi, moi, j'étais plus gêné et plus inquiet qu'autre chose en regardant cette séance. En fait, c'était ce moment, vous savez, où vous regardez la Formule 1, vous voyez on suit une voiture sur un tour, et j'attendais en fait le plan sur la désolation la plus totale, parce qu'il y en a deux qui se seraient accrochés avec 180 km/h de différence de vitesse. Heureusement, ça ne s'est pas passé, mais c'était encore une fois le sketch, Manu. Enfin, c'était incroyable. Ouais, comme chaque année, de toute façon, ça fait quelques années que c'est comme ça. C'est pareil à Bakou, il y a des circuits très rapides où c'est très dangereux. J'imagine même pas Jeddah sur un circuit urbain et plus rapide que Monza, presque aussi rapide que Monza, comment ça va être. La F1 va devoir prendre des sanctions. Le vendredi, il y a quand même un temps minimal qui est donné aux pilotes pour ne pas aller trop lentement. Et en fait, tout le peloton va plus lentement.
et personne n'est pénalisé. Donc Michael Masi va devoir un jour distribuer une pénalité de groupe en disant vous n'avez pas respecté les temps limites qu'on vous a donnés, vous prenez tous 10 places, et puis tant mieux s'il y en a 7 ou 8 qui ne l'ont pas respecté, c'est eux qui partiront devant, et ça fera une leçon aux autres, parce que la FIA ne se fait pas du tout respecter sur les choses qu'elle essaie de mettre en place pour la sécurité, et de toute façon on court, alors peut-être pas au drame, mais au carton dans tous les cas dans les 2 ou 3 prochaines années, parce que des situations comme ça se multiplient sur des circuits de plus en plus dangereux, donc que ce soit Monza, Bakou ou Jeddah, je pense que ça finira par un gros carton dans ces circonstances-là, et on l'aura vu venir et on n'aura rien fait, quoi. C'est ça. Et on a vu arriver ça parce que cette année, le moindre dixième, même centième compte. Donc du coup, la moindre aspiration que vous pouvez prendre derrière un concurrent, quel qu'il soit, compte pour gagner 2-3 places sur la grille. Donc c'est amplifié avec les Formule 1 avec des performances qui se resserrent. L'aspiration devient cruciale. On ne voyait pas des choses aussi extrêmes il y a quelques années où il y a beaucoup plus d'écart entre les monoplaces, et plus vous avez effectivement de fins resserrées, et plus il est important d'aller chercher le moindre avantage. Et ça, on arrive à des situations absolument absurdes comme ça, et je suis tout à fait d'accord avec ta Manu. S'il y a des temps minimum imposés qui sont pas été respectés, sanction, et puis voilà, et on cherche même pas à comprendre. Au bout d'un moment, il y a eu ce simulacre-là en piste, il y a aussi eu une aberration totale dans les stands aussi, au moment du lâcher des voitures. J'ai jamais vu ça. Qu'il n'y ait pas eu de pénalité à ce moment-là, c'est fou aussi, c'est pas normal. C'est incroyable. Je n'ai pas compris le laxisme de la FIA là-dessus. Sur ce point-là, je n'ai pas compris. Il devait manger, c'était fin de journée, il devait déjà, être en train de manger leur sandwich, je ne sais pas, mais c'était fou. Le problème, c'est qu'il convoque Mazepin parce qu'il est lent dans un virage. Il y a l'infraction qui est prouvée, en fait, et on dit oui, mais en gros, Haas a réussi à convaincre les commissaires de course qu'ils avaient la situation sous contrôle, alors que je ne vois pas à quel moment elle était sous contrôle. Et au final, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, il y a la moitié du peloton qui n'a pas respecté les temps. Et rien n'est fait. Dans les stands, c'est pareil. C'est l'anarchie la plus totale, mais tout le monde s'en fout. Alors bon, c'est moins vite, ils vont moins vite, mais il y a quand même des piétons dans la voie des stands. Donc, il va falloir que la FIA reprenne un peu le contrôle. C'est vrai que depuis 2019, Monza, en qualification, c'est la foire. On se rappelle qu'en Q3, il y a 2 ans, la moitié, 8 pilotes sur les 10 ne signent pas de chrono parce qu'ils ont trop attendu dans leur tour de lancement. Et voilà, donc il faut faire quelque chose rapidement, parce qu'effectivement, il n'y a aucun respect sur le déroulé des qualifs, et les situations sont un peu grotesques, quoi. Non, mais c'est vraiment, c'était encore une fois un carton rouge à la qualification à Monza, parce que c'était absolument ridicule. Et quand je repense qu'il y a 15 ans, en 2006, on pénalisait Fernando Alonso parce qu'il donnait une aspiration, qu'il était 150 mètres devant Massa, ils avaient réussi à le faire pénaliser parce qu'il bloquait. Et maintenant, les aspirations, on ne demande que ça, et on voudrait à tout prix être le dernier de la file pour pouvoir faire un super chrono. Donc c'est absolument fou. Comme quoi les temps changent en Formule 1, et que tout ça a changé. On nous dit la F2 c'était infâme aussi. Oui, Johannes, mais la F2 c'est beaucoup plus régulièrement infâme en qualif aussi. Donc ça, c'est faut pas non plus tout blâmer sur Monza. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il y a des dramas toutes les semaines là-dedans, donc faut pas s'inquiéter là-dessus. Mais voilà, il serait temps peut-être de penser à de nouvelles choses. Il y a de nouvelles façons de faire à Monza, parce que franchement, je sais pas, voilà. Surtout qu'en fait, ce qui va le plus gêner, c'est qu'on l'ait donc placé un vendredi soir quasiment en prime time, c'est qu'on a voulu mettre encore plus de gens pour voir ce spectacle qui était plus désolant qu'autre chose, et vraiment, c'était pas exceptionnel à regarder, mais bon, que voulez-vous, c'est une fois dans l'année, il faut pas non plus trop s'en plaindre. Et d'ailleurs, en parlant d'une fois dans l'année, ce sera le Grand Prix de Russie, qui sera une fois dans l'année, et qui sera du 24 au 26 septembre, ce sera la prochaine course. Mais rassurez-vous, Grand Prix revient la semaine prochaine, bien évidemment, on vous parlera, notamment on vous préfacera ce Grand Prix de Russie à Sochi, on vous parlera de toutes les news, parce qu'à mon avis, il va y en avoir qui vont tomber, très clairement, dans la semaine qui vient. On espère en tout cas que cette émission vous a plu. Merci Manu, qui était dans des conditions pas simples, mais ça s'est bien passé. Ouais, ça va. Merci à tous d'être là. Merci beaucoup, merci Franck. Merci à toi, Michael. Merci à tout le monde dans le chat. Merci à tous les followers, à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Et à la semaine prochaine. Exactement. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.